Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernière émission de l'année 2022 du podcast Paroles d'Histoire. Aujourd'hui, c'est une tradition annuelle, les conseils de lecture et coups de cœur de collègues spécialistes des différentes périodes, pour s'offrir pourquoi pas quelques cadeaux de fin d'année. Une trentaine de livres en tout, dont vous retrouvez les références sur le site Paroles d'Histoire, et dont la présentation est à écouter dans une émission un peu plus longue que d'habitude, environ 1h45. Vous pouvez l'écouter en entier si vous courez un semi-marathon par exemple, l'écouter en plusieurs fois, ou bien aller directement à la période qui vous intéresse, dans l'ordre Histoire antique avec Sophie Larrey-Biglodel, Histoire médiévale avec Marie Dejoux, Sciences sociales avec Annabelle Allouche, Bande dessinée historique avec Paul Choplin, Histoire moderne avec Jérémy Ferrer-Barthomeu, et enfin Histoire contemporaine avec Delphine Diaz. Un très grand merci à ces paroles expertes pour leur disponibilité et leurs conseils. Merci à vous évidemment pour cette écoute tout au long de l'année. Ce n'est pas le dernier épisode de l'année puisqu'on se retrouve lundi 19 décembre pour une émission exceptionnelle enregistrée au musée du Quai Branly, en compagnie du grand historien polonais Christophe Pomian pour son Histoire mondiale des musées. Merci, très belle fin d'année et très bonne écoute. Pour parler des livres d'histoire antique qui ont été intéressants cette année 2022, j'ai le plaisir d'être, comme l'an dernier, avec Sophie Larrey-Biglodel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, docteur en histoire grecque, vous avez notamment travaillé sur l'enfance et les dieux dans le monde grec, et parmi ces conseils, il y a effectivement des livres d'histoire grecque, où, à la limite de l'histoire grecque, pour l'un d'entre eux, qui était aussi un de nos coups de cœur, on avait reçu Violaine Sibiote à ce micro, le livre sur Artémise, qui est à la fois de l'histoire grecque et pas seulement, qui va sans doute plus loin. Je pense que c'est un de vos coups de cœur de l'année. C'est un livre qui est sorti au printemps dernier, je crois, qui était assez attendu, qui marque, selon moi, un jalon dans tout le champ de l'histoire du genre appliqué à l'histoire ancienne en général et grecque en particulier. C'est un livre qui intéressera autant les spécialistes que les amateurs d'histoire, qui auraient envie de peut-être mieux appréhender le fonctionnement des sociétés anciennes, notamment autour des dynamiques de genre, donc c'est-à-dire la manière dont hommes et femmes interagissent entre eux et interagissent au sein d'une société donnée. Donc c'est un livre fascinant, déjà parce qu'il part évidemment de cette figure formidable qui est celle d'Artémise, capitaine de vaisseau, voilà, dont Hérodote nous parle. Et à partir donc de cette figure d'Artémise, Violaine Sibiote-Cuchet a construit en fait toute une réflexion sur la place des femmes dans les sociétés anciennes, mais aussi sur le regard que les historiens en général ont eu et ont aujourd'hui sur justement cette question des femmes dans les sociétés anciennes. Donc elle fait un détour, alors notamment par la figure des Amazones, qui occupe un chapitre de son livre, et toute la démonstration vise, en tout cas selon la lecture que j'en ai faite, à déconstruire alors, les stéréotypes de manière globale. La femme grecque, on s'imagine encore trop souvent enfermée dans son gynécée. Donc des stéréotypes qu'elle déconstruit de manière globale en rappelant aussi qu'on a un regard déformé par l'athénocentrisme et que Athènes ne saurait résumer le monde grec, bien sûr. Donc on déconstruit des stéréotypes de manière globale et Violaine Sibiote-Cuchet nous amène aussi à déconstruire les stéréotypes que les historiens eux-mêmes ont forgés, un peu malgré eux, autour donc, de cette question des femmes dans l'Antiquité grecque. Outre les stéréotypes sur les femmes, ce qui est très intéressant dans son ouvrage, c'est qu'elle nous amène aussi à déconstruire une opposition un peu artificielle, mais alors pédagogiquement très pratique, donc on emploie encore parfois dans les sujets de dissertation, l'opposition entre le grec et le barbare, puisque Artémise, techniquement c'est une barbare, puisqu'elle est du côté des Perses, sauf que Artémise, c'est une grecque en fait, elle parle le grec. Donc ça nous invite aussi à reconsidérer cette Méditerranée du 5e siècle et reconsidérer aussi des oppositions complètement stéréotypiques. Un des chapitres aussi, alors évidemment le sujet c'est Artémise, mais l'autrice a comme but aussi dans ce livre, en tout cas une fois de plus l'impression que j'ai eue au fil de la lecture, de nous décentrer aussi de ces figures de femmes exceptionnelles et de nous rappeler qu'il n'y a pas les femmes exceptionnelles et puis une foule voilà, de femmes dont on peut se contenter de faire une étude très globale. L'objectif qui est atteint selon moi, c'est aussi de désinvisibiliser, ce qui est un peu un verbe à la mode, mais qui à mon avis est riche de sens, désinvisibiliser les femmes grecques, alors se décentrer notamment d'Athènes pour le faire, et surtout reconsidérer l'idée de l'exclusion des femmes de la cité grecque. Alors évidemment,
le chapitre d'histoire en seconde apprend aux élèves que pour être un citoyen, il faut être un homme de naissance libre, etc. Mais on a tout un chapitre qui nous invite à repenser la place des femmes, certes exclues des institutions politiques de manière générale dans la cité grecque et la cité athénienne en particulier, et à réenvisager leur rôle lapsus, leur rôle religieux et économique tout aussi fondamental dans les cités. L'histoire grecque, même si on a compris que ça va plus loin avec cette nuance du clivage grec-barbare, c'est aussi un beau livre sur la forme et sur le fond, chez Belin, dans la collection Mondes Anciens. Donc la Grèce classique qui est sortie aussi au premier semestre, si je me souviens bien. Donc ce volume prend la suite d'un autre qui avait dû sortir en 2019, en 2020, consacré donc à la naissance de la Grèce, c'était de Minos à Solon, je crois, le sous-titre, un très très beau livre aussi, et donc celui-ci qui s'intéresse au monde grec, alors une fois encore dans un sens très large, des guerres médiques à la conquête macédonienne. Donc comme la plupart, comme même tous les volumes de cette collection, je ne sais pas si on voit bien, ils sont très très richement illustrés, c'est un plaisir à feuilleter. C'est extrêmement bien écrit, on est sur de l'actualité de la recherche, donc c'est une mise à jour formidable, et effectivement, ce que je disais, ces illustrations extrêmement belles et extrêmement précieuses. Un livre à mettre entre les mains de tous les professeurs d'histoire, géographie de France, qu'on enseigne en 6e ou au lycée. Voilà, c'est vraiment un outil de travail extraordinaire à mettre aussi entre les mains de tous les étudiants qui décident de se lancer dans des études d'histoire, d'histoire de l'art ou d'archéologie. C'est vraiment la collection en général et ce volume en particulier, ce sont vraiment des références assez extraordinaires. Donc je disais, on est dans de l'actualité de la recherche, donc ce sont pas seulement des beaux livres, ce sont aussi des manuels au sens premier, des livres qu'on a à la main, de véritables outils de travail. Alors effectivement, certains chapitres sont consacrés, sont davantage centrés, si je puis dire, sur Athènes, mais les autres cités ne sont pas oubliées, bien sûr, et retrouvent aussi toute la place qu'elles méritent. Elles ont été longtemps éclipsées dans nos études, dans les programmes scolaires, c'est encore le cas aujourd'hui par Athènes, mais cette publication, me semble-t-il, corrige plutôt le tir. Donc, je le disais, un monde grec dans sa très large extension, de l'ouest à l'est, bien sûr. Donc, je le répète, c'est l'outil indispensable pour préparer son cours adapté au programme de seconde sur l'empreinte grecque en Méditerranée. Donc, plusieurs chapitres, et ça c'est très important de le noter, plusieurs chapitres sont consacrés au IVe siècle, puisque quand on étudie l'époque classique, on a tendance à penser 5e siècle, et 5e siècle réduit au, entre guillemets, règne, pour ne pas dire siècle, parce que ça c'est une expression à supprimer, mais règne de Périclès. Et là, donc le IVe siècle retrouve la place qu'il mérite dans cette publication. Donc on attend maintenant la Grèce hellénistique, je ne sais pas s'il est prévu ou annoncé, mais voilà, c'est vraiment une collection assez extraordinaire, et ce volume-là en particulier est vraiment très utile. En particulier, j'attire l'attention, alors si des étudiants nous écoutent, sur les dernières pages intitulées Atelier de l'historien, qui propose une réflexion historiographique, une remise en perspective. Alors, on en a parlé pour Artémise, mais notamment de l'opposition grecque et barbare. Alors, si parmi les étudiants des préparateurs et préparatrices de l'agrégation nous écoutent pour la question sur l'Orient, ça peut vraiment les intéresser. Remise en perspective aussi de ce que l'on appelait le miracle grec. Donc c'est vraiment très intéressant puisque ces pages, alors sur ces questions en particulier, essayent de replacer ces considérations historiographiques dans le contexte de l'époque, donc Renan pour le miracle grec par exemple, et puis le début du XXe siècle pour l'opposition grecque et barbare. Donc il y a une vraie réflexion historiographique extrêmement fine. Ça fait aussi écho à vos publications récentes sur les controverses historiographiques que vous avez proposées sur Twitter, et ce sont vraiment des pistes très très intéressantes, et là qui pourront intéresser aussi des personnes qui sont peut-être moins fans d'histoire grecque, mais d'histoire un peu plus globale. Voilà, ils et elles trouveront aussi leur bonheur dans ces dernières pages. Voilà, ça fait partie des volumes un peu chers, mais qu'on peut se faire offrir ou essayer de se faire offrir pour la période des fêtes.
Pour le troisième livre, on sort de ce qui est le plus connu, la Grèce ou Rome, et on part au Proche-Orient ancien. Donc le livre de Francis Johannes sur la chute de Babylone, une époque un petit peu moins bien connue, de manière assez paradoxale. On connaît plutôt bien, on connaît les Sumériens, la mention de l'écriture, mais cette chute de l'Empire néo-babylonien, on la connaît un petit peu moins bien, avec l'arrivée au pouvoir de Cyrus. Alors une fois de plus, les études antiques classiques ont tendance à s'intéresser plutôt à Darius et à Xerxès, forcément. Et là, ça intéressera tant ceux qui se passionnent pour l'histoire de la Mésopotamie en général, que celles et ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur cette arrivée au pouvoir des Perses, ce déferlement perse au Proche-Orient. C'est une période assez fascinante, parce qu'on voit se dessiner ce déplacement du centre de gravité du Proche-Orient ancien, donc depuis Babylone, depuis Hammurabi, deuxième millénaire avant notre ère. Donc déplacement du centre de gravité qui jusqu'alors était plutôt autour de Babylone, et on a un déplacement donc vers l'est, ce qu'on appelle la Perse, l'Iran actuel. Alors, évidemment, l'Iran un écho en ce moment dans l'actualité. Alors un ouvrage qui pourra peut-être paraître un peu spécialisé parce qu'on parle de Mésopotamie, forcément on l'étudie quasiment pas à l'école, un petit peu en sixième et puis après on n'en parle plus, mais le livre est extrêmement bien écrit. Ça se lit en fait comme une enquête autour de la figure de Nabonide, donc le dernier roi néo-babylonien, et il y a un travail extraordinaire sur les sources pour mettre en perspective en fait cette image très très négative qu'on a longtemps eue de Nabonide, la faute aux sources notamment qui ont suivi sa chute, et Francis Johannes s'efforce de les mettre en perspective, de les replacer dans leur contexte historique et aussi culturel. Et l'intérêt de ce livre, c'est que les sources sont citées. Alors évidemment, je rassure tout le monde, elles sont traduites. C'est un livre donc, qui se veut un peu grand public. Il y a les notes de bas de page, il n'y en a pas, c'est des notes de fin de chapitre, donc ça peut se lire d'une traite, presque comme un roman, presque. Et il y a cet intérêt de mettre à disposition du grand public des sources proche-orientales auxquelles on a normalement très difficilement accès. Donc voilà, c'est une petite pépite pour ceux qui s'intéressent évidemment à la Mésopotamie déjà, et puis ceux qui voudraient découvrir un aspect un petit peu moins connu de l'histoire de Babylone, qui est, entre guillemets, sa chute, voilà, c'est d'ailleurs le titre, face aux Perses. Pour terminer, un livre qui sera peut-être un petit peu plus difficile à trouver dans ces librairies de quartier, mais rien n'interdit de le commander. C'est un livre un peu plus pointu, mais vous allez me dire pourquoi il est intéressant. Le livre dirigé par Athanasia Canta, Costes Davaras, Philippe Betancourt, à propos d'une grotte crétoise. Oui. Alors, c'est Honors to Elethia at Ancient The Sacred Cave of Elethia at Tutsuros. Crete Highlights of the Collection. Donc, c'est un livre en anglais, mais alors, si vous avez la possibilité de l'acquérir, ça me paraît un peu compliqué. Il est évidemment disponible dans les bibliothèques spécialisées. Je tenais à en parler puisque donc il s'agit de la publication du matériel, ou d'une bonne partie du matériel qui a été découvert dans la grotte d'Iliti à Toutouros, donc en Crète. Donc Toutouros qui est le nom de l'actuel, Toutouros qui est le nom actuel d'Inatos, et ce matériel qui a été trouvé dans cette grotte, donc consacrée à Iliti. En tout cas, on sait qu'il y avait un culte d'Iliti à l'époque romaine parce qu'on a l'épigraphie qui nous le montre. Cette grotte a livré un matériel qui atteste une continuité du culte depuis l'âge du bronze. Alors, est-ce que c'était déjà Iliti à l'âge du bronze ? Je vous laisse lire les positions des différents auteurs qui ont publié donc, des articles relativement courts dans ce très bel ouvrage. Dans tous les cas, on a une continuité des pratiques cultuelles, donc depuis l'âge du bronze jusqu'au moins à l'époque archaïque, et puis il y a une reprise a priori à l'époque romaine qu'on peine un peu à expliquer. Ce matériel, il est extraordinaire. Ça va donc des figurines qui vont représenter des scènes d'accouchement. Ça, c'est suffisamment rare pour nous interpeller.
des scènes... Oui, Eliti, il faut peut-être dire Oui, qu'Eliti, c'est la déesse de l'accouchement, de la naissance. c'est ça. Alors, justement, je voulais pas le dire tout de suite. On la Ah, pardon. connaît, Iliti, comme la déesse de l'accouchement, de la naissance, hein, qui est là à la naissance d'Athéna. Hein. Si vous regardez des scènes sur des céramiques grecques, la naissance d'Athéna qui sort du crâne de Zeus, eh bien, vous avez Iliti ou les Iliti. Parfois, elles sont plusieurs, parfois, elle est seule, qui sont présentes. Hein. Donc, c'est la déesse de la naissance. Dans l'hymne homérique à Apollon, Leto, prise des douleurs de l'enfantement, n'est libérée du fardeau de la grossesse, donc ne peut accoucher qu'à partir du moment où Iliti, jusqu'alors retenu par Héra, arrive depuis l'Olympe jusque sur l'île de Délos. De même que lors de la naissance d'Héraclès, Iliti est retenu, enfin, il est retenu. Iliti, en fait, empêche l'arrivée d'Héraclès. Alors, on a un passage dans les Métamorphoses d'Antoninus Liberalis où Iliti et les moires se tiennent les mains. Et puis, voilà, elles lâchent leurs mains de surprise parce qu'on leur fait croire que le bébé est né. Et en fait, non, mais c'est une ruse qui permet ensuite à Alcmène d'accoucher. Donc, c'est une déesse qui est très, très étroitement associée à la naissance. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais j'y reviendrai peut-être à l'occasion. Donc sur ce matériel, hein, des scènes d'accouchement, des figurines qui représentent des femmes enceintes, des scènes qu'on a interprétées comme étant des scènes érotiques. Alors, ce qui pose le problème de nos catégories et de notre regard hein, d'historien. Voilà, est-ce que c'était compris comme ça aussi par les fidèles de l'âge du bronze qui les déposaient? Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. On a des figurines donc dites chourotrophes, c'est-à-dire tout simplement des femmes à l'enfant. Et puis, on trouve aussi des bateaux, donc des maquettes de bateaux, bien sûr, et pas mal d'objets d'importation, notamment égyptiens, d'autres objets qui nous laissent penser à des influences syro-palestiniennes, voire mésopotamiennes. Donc, c'est vraiment un matériel votif extraordinaire à étudier et qui n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, si des étudiants qui ont envie de trouver un sujet de mémoire de master passent par là, voilà, il y a des choses encore très très intéressantes à faire là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Sophie Larivière-Lodel, pour tous ces conseils. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'histoire romaine cette année, donc s'il y a des plaintes des amateurs de Rome, vous les adressez directement à Sophie et pas à Parole d'Histoire. Oui, on mettra évidemment toutes les références du podcast, on mettra évidemment toutes les références des livres en ligne sur le site parolehistoire.fr. Un grand merci, une belle fin d'année. Merci à vous pour cette confiance renouvelée, et puis pour les auditeurs et les auditrices, j'espère que mes conseils voilà, vous auront plu, que certains feront des découvertes. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi à faire remonter vos remarques sur ces lectures. C'est toujours très, très intéressant d'en discuter. Pour parler des livres d'histoire médiévale qui ont pu être marquants en 2022, j'ai le plaisir d'être avec Marie Dejoux. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire médiévale comme maîtresse de conférence à l'Université Paris 1. Vous faites aussi la chronique d'histoire médiévale dans Le Monde des livres. On a le plaisir d'y collaborer ensemble. Et vous avez repéré plusieurs ouvrages marquants, et peut-être en commençant par celui qui est dû à l'une de nos grandes historiennes médiévistes, celui de Claude Gauvard, consacré à Jeanne d'Arc. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment mon grand coup de cœur de l'année 2022, ce Jeanne d'Arc de Claude Gauvard. Tout d'abord et avant tout parce que, comme toutes les grandes biographies qui ont été rédigées par un des grands noms de l'historiographie, cette biographie est aussi une sorte d'autobiographie de Claude Gauvard. Donc, c'est assez émouvant puisque Claude Gauvard fête en ce mois de décembre ses 80 ans. Donc, c'est aussi le retour sur une carrière. Parce que ce Jeanne d'Arc, c'est l'occasion pour elle de rassembler et d'évoquer autour de Jeanne d'Arc les principaux dossiers qui l'ont occupé ces 50 dernières années. L'histoire politique du Royaume de France sous la guerre de Cent Ans, bien entendu, l'histoire de la justice, sa dimension anthropologique et sociale, la peine de mort, auquel elle avait également consacré un ouvrage extrêmement intéressant, l'opinion publique et surtout le thème structurant de l'honneur, puisqu'en fait ici c'est bien la diffamation de Jeanne d'Arc qui est le véritable objet de ce livre, puisque pour Claude Gauvard, les sociétés médiévales sont avant tout des sociétés à honneur, dans lesquelles l'honneur est une des valeurs structurantes, mais c'est aussi une société dans laquelle le système judiciaire repose sur la fama, la réputation. Donc ici, véritablement, Jeanne est à la croisée de ces deux mécanismes, l'honneur tel que nous on le définirait, et la fama dans son sens finalement judiciaire de l'époque médiévale.
Et puis également, pour qui connaît un peu Claude Gauvard, on peut pas véritablement s'empêcher de faire des parallèles entre le personnage qu'elle a retenu ici, Jeanne d'Arc et elle-même, à commencer par leurs origines modestes, mais aussi par le fait qu'il s'agit de deux femmes qui ont évolué dans des univers très masculins. Donc, bien entendu, Claude Gauvard, elle a régné sur ce milieu d'hommes, alors que Jeanne d'Arc a fini par se faire dominer par ce milieu d'hommes après avoir régné sur celui-ci très brièvement. Voilà. Surtout peut-être à la manière finalement du Le Goff aussi. C'est vrai que le genre des biographies peut ronronner de temps en temps en empruntant ce canal de la vie raconté de manière linéaire et chronologique. Ici, c'est pas du tout le cas. On est un peu comme dans le Saint-Louis de Le Goff. On pose un problème et on essaye de le résoudre. Et ici, c'est moins à la vie de Jeanne d'Arc que s'intéresse Claude Gauvard. Elle dit que d'autres l'ont fait avant elle. C'est plutôt au jugement que ses contemporains ont porté sur elle qu'elle s'intéresse. Et elle prend le jugement au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elle va réanalyser les deux procès auxquels a été soumise Jeanne d'Arc, celui de son vivant, son procès de condamnation, mais également celui auquel elle a été soumise après sa mort, son procès de réhabilitation. Et ça, c'est très neuf parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens qui s'étaient intéressés à ce procès de réhabilitation. Et ici, la plus-value de Claude Gauvard, qui a fait un choix original, celui de vraiment s'enfermer avec les sources du procès, sans avoir recours à une historiographie qu'elle connaît par ailleurs depuis des années, mais sans revenir en fait à de la bibliographie de seconde main. Eh bien, elle s'enferme avec les sources judiciaires et sa connaissance de centaines et de dizaines de milliers d'affaires en fait issues notamment du Parlement de Paris fait qu'elle repère des pépites. Par exemple, elle repère le fait que dans le procès de Jeanne d'Arc, il y a un vice procédural majeur, c'est-à-dire qu'il y a une information préalable qui a été diligentée sur la réputation de Jeanne. Cette enquête, bien entendu, est revenue parfaite. C'est une femme de bonne renommée qui avait eu une bonne enfance. Et normalement, les poursuites auraient pu et auraient dû s'arrêter là. Mais on ne tient pas compte de cette information. Donc ça, par exemple, c'est un scoop. C'est vraiment assez fou de voir qu'il y avait encore des choses à apprendre sur le procès de Jeanne d'Arc. Et pour ça, il fallait avoir un peu de connaissance intime de la procédure judiciaire. Pareil, à l'autre bout du champ, le procès de réhabilitation de Jeanne, qui a lieu en 1455. Claude Gauvard, vous voyez, c'est quand même, j'identifie trop les deux objets. Claude Gauvard montre bien qu'il s'agit d'un procès de réhabilitation qui est sans éclat. Il est nécessaire, mais il est sans éclat, et ça, elle le démontre parce qu'elle connaît énormément d'exemples de sources judiciaires dans lesquelles les personnes qui ont été réhabilitées ont eu des chapelles, des messes, des cierges, etc., etc. Et Jeanne d'Arc n'a rien de tout cela. Donc, c'est vraiment une réhabilitation à minima qui est effectuée. Donc ça, c'est particulièrement intéressant de voir qu'on peut encore découvrir des choses nouvelles sur Jeanne pour peu qu'on prenne les choses par l'angle de la connaissance des sources judiciaires. Donc je le disais, c'est intéressant parce qu'en fait, elle prend le jugement que ses contemporains ont porté sur elle dans un sens strict, judiciaire, mais elle prend aussi le jugement par le biais d'une analyse plus subjective des injures qui ont été formulées de manière répétée contre la pucelle de son vivant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle montre que Jeanne a été agonie d'insultes de son vivant et que ces insultes étaient avant tout des insultes sexuelles. Qu'il a consigné à sa condition en fait de femme qui aurait précisément trahi les assignations de son genre puisqu'elle s'était travestie en homme, mais qui plus est, elle avait porté les armes. Et en fait, pour les représentations en fait de l'époque, une femme ne pouvait être dans une armée que si c'était une prostituée. En aucun cas, elle pouvait être une combattante. Et là, c'est le point de départ de l'ouvrage de Claude Gauvard que j'apprécie tout particulièrement, c'est que tout part en fait de la découverte d'un document inédit dans les registres criminels des Archives nationales, le témoignage de Jean Deshulmes qui, 30 ans après, qualifie encore Jeanne de putain ribaude, ce qui prouve bien que c'est exactement la manière dont ses ennemis et une grande partie de ses contemporains la voyaient comme telle, comme une putain. Donc, pour comprendre la charge également de cette injure, il faut être Claude Gauvard, c'est-à-dire qu'il faut avoir dépouillé des dizaines et des dizaines d'affaires judiciaires, des centaines et des centaines d'affaires judiciaires pour savoir que c'est l'injure qui fait basculer très souvent
le conflit dans véritablement la bataille et la bataille à mort, parce qu'on s'en prend à l'honneur de la femme et que notamment une jeune femme qui n'était pas mariée et qui est accusée de la sorte, pardon, eh bien c'est un risque énorme qu'on lui fait prendre. Elle peut même devenir prostituée. Elle prend l'exemple d'un homme qui traitait de prostituer une jeune fille parce que précisément il était maquereau et qu'il voulait en fait la faire prostituer. Donc en fait, c'est une injure qu'on ne peut pas banaliser comme l'ont fait les autres historiens. C'est-à-dire que c'est une injure qui appelle vengeance. Et ce que montre bien ici en fait Claude Gauvart, c'est que si Jeanne est une prostituée, le roi est un maquereau. Donc en fait, c'est au roi de défendre son honneur à Jeanne, mais il ne le fait pas, ou il le fait très tardivement avec le procès de réhabilitation. Et donc c'est extrêmement intéressant, cette injure. Elle a une charge très très corrosive, et elle est le point de départ de l'ouvrage, et elle fait revoir à Claude Gauvart la seule finalement représentation figurée de Jeanne de son vivant, qui est une représentation que l'on voit dans une des marges du journal de Clément de Fauquemberge, où on voit Jeanne, les cheveux lâchés, la poitrine en avant, avec une robe, un glaive à la main et un étendard avec marqué Jésus dessus. Et souvent, on fait de cette image un véritable contresens, puisqu'en fait, on fait de Jeanne, cette image montre qu'elle était une sorte d'icône, une icône moderne, alors qu'en fait, non, Jean de Fauquemberge est également un ennemi de la pucelle, et il la représente comme les contemporains qui étaient ennemis de Jeanne d'Arc se la représentaient, c'était comme une prostituée. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux lâchés, elle n'a pas son chaperon, c'est-à-dire qu'une femme sans chaperon, les cheveux lâchés, avec un décolleté, avec une robe, avec peu de fioritures. Jeanne d'Arc montre qu'on est exactement face au stéréotype, à la représentation stéréotype de la putain et de la prostituée. Donc c'est intéressant parce que elle publie dans cette collection qui est Les femmes qui ont fait l'histoire de la France, et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, Jeanne d'Arc, elle a fait la France, mais beaucoup plus tard, avec sa canonisation au XIXe siècle. Mais c'était beaucoup plus difficile de son vivant parce que, en fait, on l'avait véritablement, finalement, jugée comme sorcière, prophétesse, putain. Donc, tout est dit, je crois. Alors pour prolonger cette interrogation sur les rapports entre la féminité finalement et le pouvoir, sinon la guerre, mais en tout cas le pouvoir et du coup le regard porté par l'Église, vous l'avez dit, Jeanne d'Arc a été canonisée très tardivement au début du XXe siècle. Ce n'est pas le cas d'autres saintes qui, elles, ont joué un rôle dans la construction du pouvoir capétien, dans l'image qui s'est donnée, dans la manière dont il s'est représenté. C'est le livre de Schoenfield, traduit par Jacques Dallarin. On a toujours le plaisir à saluer son travail de traduction qui est très important, je pense, pas seulement au médiéval, mais vraiment qui joue un rôle majeur pour faire passer des livres qu'on connaîtrait moins bien sinon. Aux éditions de la HESS, le livre Sainteté de cour. Oui, tout à fait. Alors, en effet, Jacques Dallarin a un véritable effet d'entraînement à l'heure actuelle, puisqu'il traduit énormément d'ouvrages qui lui paraissent signifiants, importants, et en effet, celui-là l'est. Et notamment, il est révélateur, un peu comme La prunelle de ses yeux de Bill Jordan, qu'il avait aussi traduit, de ces Capetian Studies américaines qui sont peu connues en France et qui pourtant continuent de renouveler en profondeur notre connaissance de l'histoire capétienne. Donc on ne peut que rendre hommage à Jacques Dallarin d'avoir permis justement à cet ouvrage de connaître un lectorat également français. Donc ici, Schoenfield finalement s'intéresse à ce qui a précédé Jeanne, puisque Jeanne fait partie de ces saintes femmes. Ces saintes femmes, ce sont justement des femmes qui n'ont pas été canonisées par l'Église, mais qui ont une réputation de sainteté de leur vivant, soit qu'elles aient accompli des miracles de guérison, dirait-on, qu'elles aient eu un pouvoir de guérison, soit qu'elles aient eu, comme Jeanne, un pouvoir de prophétie. Et les deux révélaient un contact direct et privilégié avec Dieu, si bien que Schoenfield montre que les rois capétiens au XIIIe siècle ont sacralisé leur pouvoir en s'appuyant sur la proximité avec ces saintes femmes, la plus célèbre d'entre elles étant Isabelle de France, la sœur de Saint Louis. Mais il prend également le cas de Douceline de Digne, une béguine qui était la commère de Charles d'Anjou, c'est-à-dire qui était la marraine de l'un des enfants de Charles d'Anjou. Et donc les Capétiens ont montré leur
proximité avec ces femmes pour montrer qu'ils avaient également, à travers elles, un contact direct avec Dieu. Et la démonstration que montre Schoenfield dans cet ouvrage, c'est de montrer que ce rapport devient de plus en plus ambivalent quand on passe les tournants du XIVe siècle, puisque les prophéties des saintes femmes ne tournent pas toujours à l'avantage du roi de France. Notamment, il prend le cas de Philippe III, pour lequel, en fait, il y a eu des accusations d'homosexualité qui ont pu être divulguées par certaines saintes femmes. Et donc, il montre que progressivement, de cette proximité, on arrive à une sorte de défiance meurtrière qui peut passer par la torture et la mise à mort de certaines de ces prophétesses. Jeanne d'Arc étant en quelque sorte, si on veut, le dernier étage de cette fusée dans cette histoire. Le livre est construit en fait en 6 dossiers passionnants qui sont à chaque fois ou presque le portrait de l'une de ces saintes femmes. On commence avec Isabelle de France, puis Douceline de Digne, Élisabeth de Spalbeck, Paupertas de Metz, enfin Marguerite de Porret et Margueronne de Bellevillette. Je les cite parce que toutes ne sont pas aussi connues. Il y en a qui sont déjà connues du grand public et des médiévistes, mais d'autres qui ont véritablement été mises en lumière par Schoenfield. Il commence par l'exemple très intéressant de Isabelle de France. En fait, Isabelle de France, c'est la sœur de Saint-Louis qui était promis à un beau mariage. Elle devait se marier avec l'héritier du Saint-Empire germanique. Mais celle-ci préfère demeurer vierge et mener une sorte de vie de vierge à la cour et refuse le mariage, fonde un ordre religieux, les abbesses, l'abbaye de Longchamp, mais refuse d'en devenir l'abbesse puisqu'elle refuse de prêter un véritable vœu de clôture également. Donc en fait, on a une femme qui reste dans une espèce de lisière, dans un entre-deux, une vie ascétique et monacale. Elle fonde un ordre religieux qu'elle dote d'une règle et pour autant, elle n'y entre pas. Et ce qui est fascinant dans le portrait de ces saintes femmes que nous offre ici Schoenfield, c'est la subversivité que pouvaient représenter en fait ces figures féminines, une subversivité qui était encore possible au XIIIe siècle, qui est le siècle qui a porté également les béguines. Les béguines qui étaient aussi ces femmes laïques, célibataires ou veuves, qui faisaient le choix de vivre sous une règle commune, mais sans véritablement pour prêter un vœu permanent et entrer véritablement dans les ordres. Ce que Jacques Dallarin avait parlé d'une forme de féminisation du religieux. Eh bien, cette féminisation du religieux, elle est totalement avortée dès qu'on arrive vers les XIVe siècle, puisque ces saintes femmes, dont certaines sont béguines, vont à leur tour endurer la réprobation et la répression qui s'abat sur elles de la part de l'Église et bientôt aussi des autorités laïques. Donc c'est intéressant parce que c'est véritablement une page également relativement méconnue, à la fois de la sacralisation du pouvoir royal, qui a reposé à un moment de sa structuration sur des femmes, sur le corps de femmes saintes qui pouvaient guérir, qui pouvaient accomplir des prophéties, mais qui, bientôt, sacralisation beaucoup trop dangereuse pour pouvoir perdurer, puisque les prophéties des saintes femmes ne sont pas toujours à l'avantage des Capétiens et de leurs successeurs. Les voix des saintes femmes sont en quelque sorte impénétrables comme celles de Dieu. Voilà, donc véritablement un livre important, parce qu'il montre un double mécanisme, celui de la sacralisation, de la féminisation du religieux, et de leur antagonisme, de leur rencontre, puis de leur antagonisme. Vous avez 2 autres conseils qui vont particulièrement résonner pour ceux et celles qui préparent le concours de l'ENS spécialité histoire, puisque un des programmes cette année, c'est Vikings et Normands du milieu du 9e siècle à 1066. Et du coup, on a eu la chance d'avoir 2 belles parutions en histoire donc, de ces Scandinaves. Oui, alors là, on s'éloigne un peu de mes terres de prédilection. C'était un petit peu le but avec ce deuxième couple d'ouvrages qui est en fait un véritable hasard éditorial, puisque les 2 paraissent à un jour d'intervalle. J'ai choisi Les enfants du Frêne et de l'Orne, une histoire des Vikings de Neil Price, qui est en fait la traduction en français de son best-seller paru en 2020, et Le monde viking, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie de Lucie Malbos,
Alors, j'ai choisi ces 2 ouvrages parce qu'ils sont parus au jour d'intervalle et puis ils permettent aussi de faire une sorte de jeu d'essais de différence qui est assez intéressant avant de présenter vraiment le fond de ces ouvrages. Alors tout d'abord, si on regarde les 2 auteurs, d'un côté avec Neil Price, on a l'un des plus grands spécialistes mondiaux des Vikings, un véritable ponte, un homme qui a entre 56 57 ans, donc qui est au fait de sa carrière universitaire, un auteur anglais, aujourd'hui professeur à l'université d'Uppsala, mais qui est avant tout un archéologue, c'est-à-dire que c'est véritablement quelqu'un qui a mené des dizaines de chantiers de fouilles pendant toute sa vie, un archéologue qui sait pour autant utiliser de manière fine et critique la documentation écrite. Et de l'autre côté, avec Lucie Malbos, on a un profil qui est très différent, puisqu'on a ici une jeune maîtresse de conférence en poste à Poitiers, qui, elle, est avant tout une historienne des sources, de la documentation écrite, même si elle est également capable, à contrario, et comme Neil Price pour les sources écrites, d'avoir une utilisation très fine et très critique de la documentation archéologique. Lucie Malbos est par ailleurs l'auteur d'une biographie d'Harald Alain Bleu. Lucie Malbos a l'habitude de cette approche beaucoup plus biographique, ce qu'on va retrouver dans son livre, puisque si on regarde les 2 livres, on a 2 ouvrages qui ont une approche qui est très différente aussi en termes de méthode, puisque Lucie Malbos va opter pour une approche qui est une approche individuelle, biographique quasiment. Elle choisit 14 vikings, 14 portraits individuels qu'elle a choisis pour leur représentativité, dans une chronologie relativement classique, celle des 8e, 11e siècles, c'est-à-dire véritablement ce qu'on a appelé l'âge viking. Parmi ces portraits individuels, on va retrouver 5 femmes, on va retrouver un esclave, et puis on va trouver bien entendu ce que l'on a plus coutume de voir quand on pense à des vikings, c'est-à-dire des marchands et des guerriers également. Alors que chez Price, on a une approche qui est très différente, puisqu'ici, on a une synthèse époustouflante par son envergure. C'est tout le monde viking dans en fait, sa complexité. On va avoir tous les groupes sociaux qui vont apparaître, comme chez Lucie Malbos, les hommes, les femmes, les esclaves, les guerriers, les paysans, etc., etc. Mais pour les cadres géographiques, on va véritablement aller aux confins du monde viking, c'est-à-dire qu'on va aller retrouver ces vikings jusqu'en Amérique, au Groenland, en Russie, en Ukraine. Et le portrait de groupe qui est offert de ces vikings est dressé de la fin de l'Antiquité tardive jusqu'au XIIe siècle, donc ça excède très largement cet âge qu'on a dit viking, mais Neil Price insiste, pour comprendre l'âge viking, il faut nécessairement remonter à la fin de cette Antiquité tardive, sinon on ne comprend pas véritablement ce qui fait le monde viking. Donc, ces ouvrages ont derrière les différences de statut de leurs auteurs et également derrière les différences de parti pris chronologiques, géographiques, ont pourtant des points communs qui sont très surprenants et qui montrent que finalement l'historiographie viking marche dans une même direction. Tout d'abord, il rappelle bien les principales difficultés méthodologiques qu'il peut y avoir à étudier les vikings, puisque tous 2 montrent que leurs célèbres sagas, qui mettent en scène leurs dieux, leurs héros, plus largement leur système de croyances, de représentation, ont pour la plupart été rédigés au XIIIe siècle, soit bien après l'âge viking, et par des auteurs chrétiens qui étaient soucieux d'en démontrer l'infâme paganisme. Donc, ce sont des sources qui en offrent un reflet pour le moins déformé, mais que les 2 auteurs vont saisir sciemment, consciemment et de manière critique pour pouvoir justement développer leur portrait de groupe. Il montre également, et ça c'est très intéressant, que les Vikings avaient une pratique de l'écrit qui était réelle. C'était une population qui était largement alphabétisée, mais que l'utilisation de l'écrit n'était très différente de celle des chrétiens de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas l'écrit pour rédiger des chroniques et des vastes récits historiques des faits et gestes des Vikings, ce qui nous, en tant qu'historiens, nous arrangerait aussi aujourd'hui. Non, ils s'en servaient essentiellement pour des usages qui étaient commémoratifs, honorer la mémoire de leurs défunts, ou pour des transactions quotidiennes et économiques. C'est ainsi qu'on les retrouve, par exemple, on retrouve leurs runes, leurs caractères spécifiques, sur des monumentales pierres commémoratives que l'un et l'autre auteur vont analyser, mais aussi sur des tout petits bateaux de bois
comme ceux qu'on a retrouvés dans le port marchand de Bergen, des écritures pragmatiques, comptables, en somme. Et puis on retrouve aussi, et ça c'est en fait tout le bonheur du livre de Neil Price, dont je saluais l'ampleur, c'est qu'il va nous chercher les graffitis vikings dans des lieux où on ne les attend pas. On les retrouve par exemple à Venise, sur le célèbre lion des Doges, ou aussi dans la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, qui montre véritablement en fait comment est-ce que ce monde viking a vraiment été un monde de mobilité. Le livre de Neil Price, du coup, décide de pallier le manque de sources écrites par les multiples trouvailles archéologiques qui ont été faites en Scandinavie et même au-delà dans ces dernières décennies, et qu'il maîtrise de manière époustouflante. Alors, bien entendu, on s'attendait à ce qu'il nous parle des spectaculaires bateaux-tombes des élites, c'est un peu la tarte à la crème, mais ici, cette tarte à la crème, elle est recuisinée de manière totalement neuve, donc, et vraiment passionnante. Il nous fait prendre notamment conscience, en tout cas moi, il m'a fait prendre conscience de la normalisation incroyable qu'a représenté la christianisation sur les modes d'inhumation. C'est-à-dire que là, véritablement, il parle de sorte de programme inhumatoire où l'individu pouvait choisir, plutôt un tumulus ou plutôt non, plutôt de se faire ensevelir comme un guerrier ou plutôt debout, assis. Enfin, on voit tous les choix qui étaient disponibles et c'est assez bluffant. Et puis, il y a des trouvailles archéologiques auxquelles on ne s'attendait pas du tout aussi. Par exemple, il nous parle et qui permettent en fait de faire une histoire du quotidien, une histoire par le bas de ces vikings, qui est également très intéressante. Il nous mentionne par exemple la première chaise haute de l'histoire de l'humanité. Il nous parle également de trouvailles archéologiques qui montrent tout l'intérêt que les Vikings apportaient à leur apparence physique et à leur apparence corporelle. Alors ça, c'est génial. Un des objets qu'il a dit le plus retrouvé en fouille, ce sont des peignes. C'est-à-dire que les Vikings passaient leur temps à se recoiffer et à s'assurer que leur coiffure était belle. Il cite également, bien entendu, les bijoux qu'on connaît, les étoffes, mais aussi des choses peut-être plus originales, les peaux retrouvées tatouées, les dents rainurées et également colorées, qui sont aussi un souci de ces Vikings pour leur apparence physique, qui devait être une apparence qui était assez surprenante pour les autres contemporains de leur époque qui pouvaient les croiser. Et puis dans cette histoire par le bas aussi, il nous entraîne dans les latrines des Vikings, qu'il dit lui-même avoir fouillé, en disant que c'était particulièrement compliqué. Et qui nous permet d'approcher également l'état sanitaire de ces Vikings. Donc c'est vraiment extrêmement riche comme éclairage. Par ailleurs, ces deux ouvrages permettent aussi d'approcher des nouvelles lectures des Vikings. Notamment, on a l'impression que l'historiographie, pendant pas mal d'années, a essayé de montrer que les Vikings étaient avant tout des commerçants, des marchands, et pas des guerriers. Ce que montrent aussi ces deux ouvrages, c'est qu'ils reconnaissent quand même cette société comme intrinsèquement violente, belliqueuse, belliciste même pour Neil Price. Tout en étant capable d'affirmer pour ces deux ouvrages qu'elles étaient extraordinairement ouvertes et perméables aux multiples cultures qu'elles avaient rencontrées par la guerre et par le commerce au long cours. Et les deux ouvrages, par exemple, montrent que c'est parce que les Vikings connaissaient intimement les sociétés chrétiennes avec lesquelles ils commerçaient de longue date, à commencer par leurs points faibles, que leurs raids purent être aussi dévastateurs et qu'ils purent déboucher parfois sur des installations pérennes. Donc ça, c'est une lecture qui est très intéressante. Et puis, la plus-value peut-être de l'ouvrage de Neil Price, c'est de mettre véritablement au cœur du système viking, donc le commerce, la guerre, bien entendu, on le savait, mais surtout l'esclavage comme principal moteur. L'esclavage, il est nécessaire aux Vikings pour exploiter les terres agricoles, mais également pour combler un cruel manque de femmes. Et ça m'a paru extrêmement novateur comme approche,
puisque ce que montre Neil Price, c'est qu'il y a une plus grande surmortalité des petites filles. Les analyses des ossements permettent de montrer qu'elles sont moins bien nourries que leurs frères, par exemple, et que les Vikings ont des pratiques polygames, et que ces pratiques polygames expliquent aussi le fait que certains d'entre eux soient partis à l'aventure pour chercher des femmes, pour rasier des femmes, puisqu'il y avait un véritable manque de femmes dans cette société. Et ça me paraît particulièrement original. En revanche, qu'on peut peut-être reprocher quand même au Price et pas au Malbos pour le coup, c'est que Neil Price mobilise trop une historiographie qui est orientée autour des Vikings. Et par exemple, quand il nous décrit une société qui progressivement repose sur le dominium de la terre, sur la domination de la terre par les élites et sur leur concession à des paysans, on pense bien entendu à ce qui se passe en Occident à la même époque et à ce qu'on a appelé jadis la mutation féodale. Donc c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas capable d'aller piocher dans cette historiographie-là, qui aurait permis en fait de montrer également qu'il y avait quand même un partage dans ce monde occidental également des modes de domination entre seigneurs et paysans qu'on retrouve en fait de manière assez frappante dans ces deux mondes. Enfin peut-être, et j'en reviens ainsi, je boucle la boucle, j'avais commencé avec Jeanne et les Saintes Femmes à la place nouvelle accordée aux femmes en fait par l'historiographie à l'heure actuelle. Eh bien ces deux ouvrages ne dérogent pas à la règle, puisque je le disais, dans l'ouvrage de Lucie Malbos, on a quand même 5 portraits sur les 14 qui sont consacrés à des femmes. Price, lui, consacre de très nombreuses pages, pas uniquement au manque de femmes, mais aussi à leur place dans la société viking. Il montre notamment qu'elles ont peut-être, plus que leurs consoeurs chrétiennes, un véritable pouvoir domestique et également une véritable capacité à exercer le pouvoir des hommes sans limitation si ceux-ci viennent à disparaître. Donc ici, on voit vraiment qu'on a une véritable volonté de réinscrire également dans ce monde viking une part importante de celui-ci, c'est-à-dire les femmes. Et peut-être pour finir sur une remarque un petit peu malicieuse, on peut se faire quereller les deux ouvrages sur une tombe en particulier. La tombe BJ 581, qui a été reproduite pendant des décennies dans les manuels d'histoire du monde entier comme étant celle du guerrier viking par excellence. Alors on le voyait assis avec ses armes, et une analyse récente ADN a montré qu'il s'agissait d'une femme. Alors voilà, ça a été une véritable révolution. Neil Price est chargé notamment avec dans un programme collectif d'en savoir plus sur cette tombe. Mais les deux ouvrages ne sont pas totalement d'accord. Par exemple, Lucie Malbos argue l'absence de blessures sur le squelette de la femme de la tombe BJ 581 pour nier qu'elle ait pu être une guerrière. Elle dit qu'il s'agirait plutôt d'une femme qui a pris la tête d'opérations ponctuelles. On a presque l'impression de revoir un rôle identique à celui de Jeanne d'Arc, entraîner les troupes, mais ne pas se battre elle-même. Alors que Price, lui, plaide véritablement pour une guerrière au sens plein du terme, voire, si ce n'est pas le cas, il demande à ce que soient réinterprétées toutes les tombes d'hommes qui ont été, eux, enterrés avec des armes et qui sont donc signalées comme étant des tombes de guerriers depuis près d'un siècle. C'est-à-dire qu'il montre que finalement, le fait d'avoir des armes dans une tombe, si pour une femme, ça ne prouve pas qu'on est une guerrière, pour les hommes, il en va sûrement de même. Et dans cette société belliciste, en fait, c'était du dernier chic aussi de se faire enterrer comme un guerrier avec des armes, même si on n'avait pas eu le métier d'arme. Donc il dit, d'accord, c'était peut-être pas une guerrière, elle avait peut-être pas le métier d'arme, mais dans ce cas-là, réinterrogeons-nous aussi sur le genre, sur la manière dont les Vikings ont forgé leur masculinité au moment de se faire enterrer, certains d'entre eux décidant de se faire enterrer comme guerriers alors qu'ils ne l'étaient pas. Et il va également chercher quelques tombes d'hommes qui étaient travestis en femmes, et pour arguer sur une plus grande fluidité du genre peut-être dans le monde viking. Donc là encore, on a envie de revenir à Jeanne d'Arc et à cette femme qui se travestissait en homme. La boucle est bouclée. L'année 2022 a vu beaucoup d'ouvrages, mais ces 4-là m'ont semblé rentrer en résonance les uns avec les autres. Ils peuvent être lus soit
l'un après l'autre, soit chacun individuellement. Enfin, je pense que on peut s'amuser à les parcourir dans le sens qu'on veut et aller en piocher un, deux, trois, quatre. C'est vraiment une belle moisson. Quand on pense aux Vikings, certains penseront peut-être à des Vikings de fiction comme Ragnar Lothbrok, au jeu God of War Ragnarok qui a fait fureur cette année, ou pour les plus âgés d'entre nous à Kirk Douglas dans le film de 1958. Autrement dit, les Vikings font partie de ces figures médiévales qui sont très présentes dans les imaginaires contemporains. Et il y a un livre qui est paru cette année qui permet d'explorer toutes ces dimensions du médiévalisme contemporain. Oui, tout à fait. Alors, c'est un dictionnaire auquel j'ai eu la chance de participer extrêmement modestement, et c'est pour ça que je me permets de le signaler, hein. J'ai simplement fait une petite notice sur Saint-Louis sur les centaines que recouvre ce dictionnaire. C'est le dictionnaire du Moyen Âge imaginaire, le médiévalisme hier et aujourd'hui, de Anne Besson, William Blanc et Vincent Ferré, qui, pour le coup, est un ouvrage que je recommande à un grand public, à un public très large, plus encore que les précédents, hein, qui sont des ouvrages universitaires plus académiques peut-être, puisqu'ici il s'agit non pas de parcourir véritablement le Moyen Âge, mais l'image que le Moyen Âge peut porter dans nos sociétés contemporaines et a pu aussi représenter par le passé au travers de notices. Et c'est un petit peu le plaisir, je trouve, des dictionnaires. C'est qu'on peut le lire dans le sens qu'on veut et puis on peut se laisser guider par des notices qui peuvent intriguer. Par exemple, une notice Amérique. Bah, oh, tiens, il n'y a pas de Moyen-Âge aux États-Unis. Alors on regarde et puis on se rend compte qu'en fait, c'est la vision américaine du Moyen-Âge, les usages qui en ont été faits par la jeune nation américaine, qui est allée chercher du coup son origine de fondation dans le Moyen Âge central. Euh, on a des entrées par personnage, des entrées par œuvre, des entrées par thème. Bref, alimentation et cuisine, par exemple. Japon, encore une fois, on est dans l'ailleurs. Bref, ça permet véritablement de voir un petit peu que finalement, notre étude actuelle du Moyen Âge est tributaire des représentations que se sont fait nos prédécesseurs. Donc vraiment une belle lecture qui permet aussi de rentrer dans ce très actuel Moyen Âge, comme le présente un blog du même nom. Un grand merci pour tous ces conseils, Marie de Joux. On vous retrouve dans les colonnes du Monde des Livres et peut-être qu'on aura d'autres occasions de discuter du Moyen-Âge à ce micro. Merci. Merci à vous. Pour parler de livres parus en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques, j'ai le plaisir d'être avec Annabelle Allouche. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Picardie, vous co-dirigez la revue La Vie des idées, vous êtes co-rédactrice en chef de La Vie des idées, où il y a beaucoup de recensions évidemment qu'on conseille à tout le monde d'aller voir, et vous avez publié récemment Les Nouvelles Portes des Grandes Écoles aux éditions PUF sur la question de l'ouverture sociale des grandes écoles. Alors du coup, il y a tout ce volet sociologie de l'éducation qu'on pourra retrouver dans vos travaux, mais c'est pas forcément de ça que vous allez parler aujourd'hui, et du coup vous avez pioché dans des lectures différentes, avec notamment de la sociologie urbaine, je crois. Absolument, mon premier coup de cœur de l'année, c'est véritablement On est bien arrivé de Robno Epstein. Robno Epstein qui est professeur de sociologie à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye et qui est spécialiste en fait des politiques de la rénovation urbaine. Donc il s'intéresse à la manière dont on détruit en quelque sorte les grands ensembles et de la signification évidemment politique et la sociologie de l'action publique autour de la rénovation urbaine. Et dans le cadre de ces enquêtes, il s'est intéressé à un corpus qui me semble extrêmement intéressant pour les sciences sociales et notamment la sociologie, mais aussi pour l'histoire, ce sont les cartes postales anciennes. Dans le cadre d'une enquête, en fait, il s'est intéressé, il est tombé à plusieurs reprises sur des cartes postales qui représentaient ces fameux grands ensembles qu'on connaît bien, qui sont associés à tout un ensemble de stigmatisation, une lecture extrêmement stigmatisée en termes de représentation. Et donc ce type de corpus l'a vraiment véritablement interrogé dans la mesure où ça représentait au contraire une vie heureuse au recto, c'est-à-dire en termes de représentation des immeubles qui étaient à l'époque évidemment, et là je parle des années 60-70 flambant neufs, mais aussi
la représentation d'une veuve heureuse au Verseau, où il avait potentiellement accès à des écrits de soi en correspondance avec la famille, par exemple, qui étaient accessibles par le biais de ces cartes postales. Donc, mon énorme coup de cœur est fondé sur cette double lecture-là. À la fois, il a su utiliser un corpus absolument original, voire exceptionnel, pour comprendre le poids des représentations et la construction sociale des représentations liées aux grands ensembles, des formes de stigmatisation, qui lui permet aussi de faire une forme d'histoire de l'architecture. On voit à quel point ces grands ensembles ont été particulièrement investis. Donc, après-guerre, bien sûr, avec toute l'histoire de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi avant-guerre et dès l'entre-deux-guerres, où on essaye de penser à un nouvel habitat pour les classes populaires et un habitat qui serait potentiellement plus agréable que les taudis ou potentiellement plus agréable que les bidonvilles, ce qu'on appelait encore les bidonvilles, qui sont encore présentes dans la région parisienne, évidemment, jusque dans les années 60. Il met en valeur donc à la fois ces cartes postales, donc ce qui fait que le livre est véritablement un beau livre, un livre visuel, où on voit les cartes postales de cités comme la cité Picasso à Nanterre, qui a la caractéristique aussi, donc construite par Émile Ayot, un architecte de la construction, qui l'investit avec des plasticiens en fait, et qui a la caractéristique en fait d'être peinte avec des paysages de ciel en fait, de ciel et de nuages, donc ce qui donne des choses extrêmement intéressantes et originales et qui sont très bien dépeintes dans le cadre du livre. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà de la représentation des cités, d'ailleurs cités toujours vides, hein, on ne les représente jamais avec leurs habitants, sauf les enfants, à l'exception des enfants, c'est évidemment, comme je disais, le Verseau, qui donne une forme ou des pistes de sociologie de l'exode rural, ou de socio-histoire de l'exode rural. Ce que disent les gens au Verseau de leur carte postale, c'est, comme le dit le titre, on est bien arrivé d'où? Eh bien, on est bien arrivé des zones rurales ou des zones plus isolées, vers à partir desquels on était plus attiré vers ces nouvelles banlieues et ces nouveaux immeubles qui étaient évidemment à l'époque flambant neufs. Et comme le dit Renaud Epstein, on est bien arrivé dans la carte postale. Ce que ça veut dire, c'est aussi regarde où je suis, c'est-à-dire où je suis arrivé. Donc on a aussi quelque chose de l'ordre de une socio-histoire par les trajectoires de vie, en fait, des formes de mobilité géographique qui sont aussi des mobilités sociales, évidemment. Donc, très beau livre, je pense, qui est un livre court, condensé, extrêmement visuel, mais qui, à mon avis, est une excellente entrée dans la sociologie urbaine et aussi dans la socio-histoire de la reconstruction urbaine, et pourquoi pas dans l'histoire de l'architecture à partir du cas des grands ensembles. Juste sur ce point, l'histoire de l'architecture, je signale qu'il y a une émission très intéressante de France Culture qu'on peut écouter en podcast qui s'appelle Le génie des lieux, où Camille Jusa explore toute une série de grands projets, notamment des années 60, 70, 80, des choses très décriées par la suite comme la Grande Motte ou telle cité, pour montrer qu'effectivement à l'origine il y avait d'autres sens, d'autres investissements, donc ça peut être complémentaire. Alors je crois qu'il est aussi question d'anthropologie dans votre liste de lecture aux éditions Anacarsis. Absolument. Le deuxième coup de foudre, au-delà de coup de cœur même de mon année de lecture, c'est vraiment Tu as mis portrait d'un Marocain, d'un anthropologue américain qui s'appelle Vincent Crapazzano, anthropologue américain qui écrit un livre en 1980 qui n'est traduit finalement chez Anacarsis que très récemment, donc cette année, sous l'égide ou sous la houlette d'Alban Bensa. J'en profite effectivement évidemment pour faire un clin d'œil à Alban Bensa, anthropologue spécialiste des sociétés océaniennes et notamment de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, qui est décédé l'année dernière, en fin d'année dernière, et qui est, à mon avis, une figure centrale pour l'interdisciplinarité et l'usage des sciences sociales, enfin, du moins le rapprochement des sciences sociales et l'histoire, notamment. Tu as mis, c'est un livre qui est écrit en 1980 et qui met en scène Vincent Crapazzano, jeune anthropologue qui étudie le fait religieux et notamment essaye de comprendre les confréries qui pratiquent les trans au Maroc, en essayant de comprendre justement la question de la possession, les possédés, etc. Il est d'ailleurs financé dans son enquête par des associations de psychanalystes et de psychiatres américains, ce qui donne une lecture un petit peu drôle et de son enquête de terrain. Donc il va sur le terrain et tout de suite on lui conseille de se rapprocher d'un individu qui dans son monde social en quelque sorte est désigné comme un paria qui s'appelle Tuami, qui est un ouvrier tuilier
qui vit dans la ville de Meknès, qui est une ville de l'Est du Maroc. Donc, il vit en célibataire, il vit de manière très modeste et il est désigné comme un conteur. Et donc, Vincent Crapazzano est tout de suite attiré par ce personnage et prend au sérieux en quelque sorte tous les récits un petit peu décousus qu'il fait, presque fantasmagoriques, autour justement de tout son univers, un univers qui est formé principalement de djinns, donc de ces figures un peu religieuses ou fantasmagorico-religieuses. Et il dit lui-même être marié à une de ces djinns au féminin, de ces démons, qui s'appelle Aisha Kandija. Et Aisha Kandija, elle a dans le récit de Jami, elle a un rôle particulier, c'est qu'elle régit sa vie en quelque sorte. C'est une démon, donc du coup, elle est assise sur son épaule et elle régit sa vie et ses manières d'être au monde. Ce qui est intéressant avec ce récit, c'est que Crapazzano est vraiment dans la rupture avec une lecture très structuraliste des mythes. En fait, là, ce qui l'intéresse, c'est absolument pas les mythes en tant que tels. Il n'en tire pas une forme de symbolisme, enfin, d'analyse symbolique des mythes, mais véritablement des rapports sociaux qui engagent Tuami par rapport à son monde social notamment, toute la lecture du genre en situation postcoloniale qui peut engendrer le discours et les récits de Tuami. Donc, on est au Maroc en 1970, donc c'est à la fois l'indépendance au Maroc, c'est 1956, il me semble. Donc on est encore très proche de la décolonisation et on est encore dans un monde qui est marqué par ce contexte historique. Ce qui est intéressant aussi dans le récit de Tuami, et c'est ça qui est passionnant pour une sociologue ou pour des ethnographes, c'est à quel point en fait Vincent Crapazzano est pris dans sa relation avec Tuami. C'est un livre qui met en scène l'impossibilité d'une distance ethnographique. Et là, on pense directement à Jeanne Fabré-Saada, évidemment, Les mots, les morts, les sorts, où elle dit, ben, finalement, on est toujours plus pris qu'on croit. Le livre de Jeanne Fabré-Saada, c'est aussi sur la sorcellerie dans le bocage normand. Et elle explique comment elle, vivant dans ce monde social très particulier, est beaucoup plus prise qu'elle ne le pense par toutes ces histoires de sorcellerie. Ben, c'est exactement la même chose dans un contexte marocain et postcolonial pour Vincent Crapazzano, où il fait finalement de Tuamis une sorte d'alter ego, voire un guérisseur. À un moment, il dit dans le livre, je suis devenu le guérisseur de Tuami. Donc, une sorte d'inversion des positions et en tout cas une rupture totale avec le mythe de la distance ethnographique possible des anthropologues. Et évidemment, au-delà de ces éléments peut-être plus techniques, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est la manière dont on rend compte du monde de Tuami, encore une fois, des rites funéraires, de tout cet univers de djinns, de génies qui structure en fait la société marocaine et le rapport à la mort finalement, au-delà de la seule question de l'islam. Et ça, je pense que c'est magnifique parce que ça utilise et ça prend au sérieux des catégories d'entendement au-delà d'une définition par l'exotisme et par la mise à distance radicale d'une altérité qui ne nous toucherait pas, en quelque sorte, ou de la définition par l'islam comme un absolu vu de l'Occident. Voilà. Ça a l'air passionnant. On ne peut pas s'empêcher de penser à Menocchio, étudié par Carlo Ginzburg, c'est-à-dire prendre au sérieux des croyances populaires qui dépassent ou qui ne correspondent pas aux clichés qu'on peut avoir sur le monothéisme qui devrait s'imposer au sein des couches populaires, et en fait comprendre qu'il y a d'autres formes de croyances avec des rationalités ou des formes de construction mentale qui nous échappent. Bon, en tout cas, ça donne matière à réflexion. Je crois qu'on part au Brésil pour votre troisième conseil. Absolument. Donc mon troisième conseil, mon troisième coup de cœur, ma coup de foudre de l'année, c'est Mon cher Lula, lettre à un président en détention, donc dirigé par Maud Thiriot, qui est elle civilisationniste, spécialiste du Brésil et des aires lusophones, donc Portugal et Brésil. Et ce livre en fait est tiré d'une recherche qui repose sur un matériau absolument exceptionnel.
s'est fondé en fait sur les lettres adressées à Luis Ignacio da Silva, donc Lula, pendant sa détention en 2018-2019. Comme vous le savez sans doute, il a été incarcéré pendant quelques mois, pendant plusieurs mois, pour des raisons de corruption, ou du moins c'était comme ça que cela a été désigné. Et à la suite de son incarcération, donc il a reçu 25 000 lettres qui, principalement de personnes d'un public plutôt populaire, qu'il a mis à disposition d'une équipe de recherche internationale pour analyser en quelque sorte le rapport au pouvoir des Brésiliens. Et d'un point de vue sociologique, c'est absolument passionnant parce que là, on retrouve quelque chose de la geste foucaldienne, évidemment, hein. Foucault, Farge, quand ils analysent en fait le rapport au pouvoir du roi, évidemment dans leurs écrits bien connus. Et là, encore une fois, transporté au Brésil, on retrouve quelque chose de cet ordre-là, du rapport au pouvoir des classes populaires et la manière dont on se représente le pouvoir et à la manière dont on s'adresse à lui. Donc, avec énormément d'émotions, avec beaucoup de visuels. Donc, le livre rend bien compte aussi des dessins qu'on envoie à Lula, des dessins d'enfants, beaucoup de signes religieux, des Vierges Marie, etc., pour protéger le prisonnier. Ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est aussi que ça donne lieu à une analyse de l'écriture de soi. Donc là, on est vraiment dans la lignée, il me semble, des travaux, par exemple, de Philippe Artière. Euh, sur la manière de se raconter, la manière dont, quand on est brésilien au XXIe siècle et plutôt de milieu populaire, on se raconte, on raconte sa trajectoire. Et la caractéristique de ces publics qui s'adressent à Lula, c'est évidemment qu'ils ont bénéficié, ou du moins ils se définissent comme des bénéficiaires de l'aide sociale et de toutes les politiques gouvernementales qu'il a mis en place, que ce soit des formes d'allocation familiale ou encore des formes de discrimination positive dans l'enseignement supérieur, puisqu'on sait que le premier gouvernement Lula a mis en place des dispositifs pour aider les élèves de milieu populaire à rentrer dans l'enseignement supérieur sélectif au Brésil. Donc ça donne un très beau livre encore une fois à voir, mais aussi à lire, une histoire sensible, véritablement populaire et sensible du Brésil, où on comprend aussi le poids du racisme comme grille de lecture pour les classes populaires. Donc loin, encore une fois, d'une lecture des classes populaires comme sans conscience politique ou virant à l'extrême droite de manière un peu à la fois radicale et homogène. On voit la manière dont s'éveille une conscience politique ou potentiellement met les dispositions à se politiser en fait sont stimulées par un événement comme l'incarcération de Lula. On voit aussi une lecture par le populaire de la crise économique au Brésil, des scandales liés à la corruption, etc., etc. Donc, beaucoup de choses sur l'État-providence, la réception des aides sociales liées à l'État-providence et la mise en œuvre de l'État-providence au Brésil, et tout simplement, comme je l'ai dit, une sociologie de rapport au pouvoir des Brésiliens, et notamment des Brésiliens de classe populaire. Donc, magnifique livre, encore une fois, et extrêmement sensible. Alors, je vous avais demandé de faire une shortlist, hein, de restreindre à 4 livres. Il y en a beaucoup, évidemment, qu'on a aimé dans les différentes disciplines. Je crois que du lointain Brésil ou Maroc, on va aller vers quelque chose de plus réflexif, un retour vers soi, en quelque sorte, avec un livre sur le travail et la biographie des chercheurs. Absolument. Donc mon quatrième choix, c'est La vie savante qui a été publiée au PUF sous la direction de Nicolas Hadel, donc publié au PUF en septembre, qui livre un certain nombre de réflexions autour des formes, de la forme de la biographie. Qu'est-ce qu'une biographie et qu'est-ce que ça dit? Et une biographie à partir du cas, enfin réflexion sur la biographie à partir du cas des savants et de la production de la science. Souvent, on associe la production de la science dans les biographies à la vie du savant ou la vie du génie, le cas échéant. Avec deux antiennes principales, à la fois une œuvre qui serait conditionnée exclusivement par la vie du génie. On peut donner un exemple que ne donne pas le livre d'ailleurs, hein, de l'homosexualité de Foucault comme une sorte de causalité à son intérêt, par exemple pour la folie et la sexualité, par exemple. Ou la deuxième antienne, ce serait une vie sacrificielle, donc mise tout entière au service
de la science. Et le livre, La vie savante, donc, tente de se dégager de ces deux stéréotypes pour s'intéresser déjà à la manière dont les savants mettent en scène et mettent en récit leur propre trajectoire. Et on sait bien qu'un savant, dans sa carrière universitaire ou pas, est tout le temps amené à se mettre en scène, en quelque sorte, en sachant et aller au-delà de cette forme d'individualisation de la production de la science, individualisation qui est extrêmement héroïcisée, comme si on produisait la science tout seul ou toute seule. Euh, donc le livre se fonde sur un certain nombre de chapitres qui se concentrent sur des savants plutôt en sciences humaines et sociales. Donc on parle de Bourdieu, de Tillon. Un chapitre qui m'a particulièrement intéressée, c'est celui de Jérôme Lamy et Jean-François Habert, qui se concentre notamment sur le cas d'anthropologues comme Mauss et Henri Hubert, qui est un disciple de Durkheim, et essaie de comprendre le rôle de la camaraderie et des affects dans la production de leurs articles collectifs ou leurs chapitres collectifs. L'idée, encore une fois, c'est à la fois réhabiliter les affects, comment être ami, ça peut avoir un effet sur la manière dont on produit de la science, la façon dont on dialogue, et aussi une prise en charge un peu dans la continuité de leur intérêt pour une anthropologie matérielle des savoirs sur le matériel dans la production des savoirs, c'est-à-dire la construction des plans, la production de listes, par exemple, les premiers jets, les réécritures, etc. etc. Et la manière dont on fait tout ça, non seulement tout seul, mais à deux. Et parler de camaraderie, c'est aussi nécessite de parler de brouille et la manière dont les brouilles peuvent avoir évidemment un intérêt absolument central pour comprendre la production de la science, y compris des sciences sociales. Eh ben, une très belle sélection. Le dernier livre, il fait un peu penser à ce que fait Françoise Vaquet dans ses travaux sur l'univers aussi émotionnel des savants. Il y a eu un livre assez récent qui était tout à fait intéressant. Voilà de beaux conseils. Donc, on sait qu'on est aussi écouté par des gens qui font des sciences sociales et pas que par des purs historiens et historiennes. Donc, on leur fait un coucou et on conseille à tout le monde, en fait, d'aller piocher dans ces conseils. Merci Annabelle Allouche. Merci beaucoup. Pour parler des meilleurs BD historiques de l'année 2022, j'ai le plaisir d'être de nouveau avec Paul Choplin. Bonjour. Bonjour Ed. Paul, on a déjà discuté ensemble à ce micro, notamment de l'excellente BD Révolution, dont on attend le tome 2 avec impatience. Et vous êtes chroniqueur à Actuel BD, vous êtes membre du jury de la BD historique du prix Cheverny. Et puis, vous êtes évidemment maître de conférence à l'Université de Lyon, ce qui veut dire que vous avez une double casquette d'historien et d'amateur éclairé de BD. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré comme ouvrage intéressant cette année ? Je crois qu'il est beaucoup question de guerre. Oui, parce que les guerres mondiales constituent l'essentiel de la production de la BD historique depuis une trentaine d'années. On le voit encore dans la sélection du prix Cheverny de la BD historique. Les 3/4, en général, des BD qui sont soumises ont trait à la Seconde Guerre mondiale. Résistance, déportation ou bataille de la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'est pas étonnant de retrouver ces thématiques dans ma sélection, parce que bien sûr, dans cette production, il y a beaucoup de BD qui se répètent, qui sont pas forcément très originales, mais certains auteurs font l'effort, soit par la documentation, soit par l'originalité de la thématique, de se démarquer et de proposer du neuf. Et la sélection que je propose, c'est pas des BD qui m'ont marqué justement par l'originalité profonde de la période, de la thématique, mais de leur façon d'interroger l'histoire. C'est-à-dire qu'à travers la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, ce sont des auteurs qui ont voulu interroger les pratiques actuelles de l'histoire ou qui ont approfondi une réflexion sur le rapport entre le temps, la mémoire et l'histoire. Le premier dans la sélection, c'est le livre de David Sala, Le poids des héros. Oui, David Sala, Le poids des héros. Donc c'est une bande dessinée qui parle de transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dit comme ça, c'est aussi un sujet qui a déjà été traité. On pense notamment au monument de Art Spiegelman, Maus, et on y pense évidemment en lisant l'album de David Sala. Simplement, David Sala, il y a un petit décalage. Maus, c'est la mémoire des enfants, des survivants de la Shoah. Là, c'est David Sala, à travers un récit autobiographique, interroge la mémoire des petits-enfants.
il y a un décalage de génération. David Salah, son grand-père, était un combattant républicain espagnol qui s'est réfugié en France après la guerre civile, qui a combattu en 1940, qui a été fait prisonnier, qui a fini déporté à Mauthausen. Donc ça, c'est son grand-père maternel. Et puis il a un autre grand-père paternel qui, lui, était résistant. Et donc, il interroge ce passé à travers son regard d'enfant dans la France des années 70. Et ce qui fait la force de cet album, c'est cette rencontre entre cette atmosphère des années 70 qui est très très bien reconstituée sur le plan graphique, sur les plans des coloris. Ça rappellera beaucoup de souvenirs aux auditeurs les plus âgés, ceux qui ont plus de 40 ans. Et ça rappellera aussi, je pense, beaucoup de souvenirs à ceux qui ont eu des grands-pères qui ont combattu, qui ont été faits prisonniers ou qui ont été déportés. Et souvent, une mémoire qui s'est transmise par les parents et surtout la présence dans les bibliothèques de livres venant d'associations, souvent d'anciens internés déportés. C'est le cas de David Salah, il y a un livre sur la déportation qu'il lit. Et des petits-enfants qui sont préservés de cette histoire, mais qui vont commencer à poser des questions. Poser des questions au fur et à mesure qu'ils sont eux-mêmes confrontés à la mort de leurs proches, ici en l'occurrence la mort du grand-père. Et donc, qui c'était ce grand-père qu'est-ce que c'est que cette mémoire qui apparemment pèse sur la famille. Et c'est aussi un très beau livre sur le deuil, avec justement qu'est-ce qu'on lègue, qu'est-ce qu'on transmet, comment on vit d'une maison, de grands-parents après leur décès, de parents aussi après leur décès, parce que l'album se termine aussi par le décès de la mère de l'auteur, et donc avant et après le décès, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait de ces souvenirs. Et l'album, de ce point de vue-là, est assez original. Il y a vraiment une plongée dans l'inconscient et dans la structuration de cette mémoire familiale, entre aussi frères et sœurs, ceux qui sont plutôt hermétiques à cela, et ceux qui ont besoin aussi de cette mémoire. Alors le deuxième conseil, c'est un registre assez différent, mais très original, mais je dirais aussi sur le plan graphique. C'est une série de mangas, Peleliu, de Kazuyoshi Takeda, dont la publication s'est arrêtée cette année avec le 11e et dernier volume. Et du coup, il y a effectivement un graphisme qui est très singulier pour raconter la guerre du Pacifique. Tout à fait. Alors c'est le dernier album, le tome 11, c'est un manga en 11 volumes, fait partie de la sélection du prix d'Angoulême. C'est vraiment une œuvre qui a été remarquée par son originalité graphique. Alors les mangas japonais, la Seconde Guerre mondiale, là aussi c'est une longue histoire, il y a une immense production, mais Kazuyoshi Takeda se démarque par son choix graphique, qui est celui de traiter cette bataille en représentant les personnages sous les traits de personnages qu'on appelle en anglais super deformed, donc déformés. C'est un procédé qui est ancien en fait dans l'illustration. On peut faire remonter ça au 19e siècle avec les binettes de Nadar, où on a ces personnages qui ont un petit corps et une très grosse tête. Et donc c'est pour créer un effet burlesque, caricatural. Ça a été très utilisé dans le manga, notamment comme pour créer des petites scènes intimistes ou burlesques dans une narration. Ça fait penser un peu à ces poupées plastiques pop qui sont aussi beaucoup dans les magasins de manga avec cette grosse tête stylée. Exactement, c'est très à la mode. Pareil, les auditeurs de plus de 40 ans auront peut-être en souvenir le dessin animé qui passait à la fin des années 1980, dessin animé japonais adapté d'un manga qui s'appelait Le Collège Foufoufou, donc dans le Club Dorothée, où on avait des personnages qui étaient à taille normale, et puis à un moment donné, hop, pour une petite scène burlesque, ils apparaissaient avec un petit corps et une grosse tête. C'était pour créer un moment détente, d'amusement. Et donc, Kazuyoshi Takeda fait le choix de ce type de représentation graphique pour dessiner ces soldats plongés dans une bataille absolument abominable, la bataille de Peleliu, qui a lieu à la fin de l'année 44, quand les Américains commencent à attaquer la première ligne de défense de l'archipel nippon, tout simplement pour récupérer des îles qui pourront devenir des bases pour les bombardiers B-29 qui vont pilonner le Japon et préparer l'invasion du Japon. Donc une bataille féroce, les Américains ont de gros moyens et les Japonais qui vont
résister jusqu'au bout dans les pires conditions. Ça fait penser au film de Clint Eastwood, Les Lettres d'Iwo Jima. Hein, c'est la nouvelle stratégie des Japonais, plutôt que de faire un assaut sur la plage et de mourir voilà, en masse sur la plage. La doctrine, c'est rester enterré et mener une action de guérilla jusqu'au bout. Je rajoute juste sur l'originalité graphique, c'est ce qui permet aussi de faire passer l'horreur du combat, parce que c'est une scène, c'est une succession, c'est éprouvant, ce qu'ont vécu ces soldats japonais, les soldats américains aussi d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est des soldats ceux qui vont être déchiquetés, tués, brûlés vifs par les lance-flammes, il y a tous ceux qui meurent de faim, enfin, c'est une atrocité sans nom. Et donc, sur le plan graphique, le représenter avec ces petits personnages, ça fait passer un petit peu la pilule de l'horreur, si j'ose dire, ça crée un petit peu une distance, mais en même temps, ça humanise terriblement ces soldats qui sont des poupées, et voilà, c'est aussi, ça nous rapproche d'eux. Donc c'est très efficace. Ce qui est intéressant aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'11 volumes, le récit a le temps de se développer. Et à mon avis, l'apport en termes de BD et de réflexion historique, c'est poser cette question que beaucoup d'historiens du fait militaire connaissent, cette question justement du consentement, de la discipline, et ça nourrit la nouvelle approche qui est celle de la force des interactions sociales. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages qui sont décrits, qui vont interagir entre eux. Ils ont un cadre, c'est celui de la discipline, résister jusqu'au bout, obéir à l'empereur. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et c'est là qu'on voit qu'on garde ce cadre de discipline, mais on l'adapte aussi en fonction du vécu de chacun, de la personnalité de sous-officiers. Et donc sur la représentation et la compréhension de ce qu'est le comportement d'un soldat, parfois ici jusqu'à l'irrationnel, on pense au film Onoda, c'est-à-dire qu'on a des combattants qui vont continuer de se battre et de survivre comme ça dans des trous après la capitulation. Donc de ce point de vue-là, le manga nous permet de pénétrer dans la psychologie de ces soldats japonais de façon très intelligente. Pour terminer, c'est un manga aussi qui est très très documenté. L'auteur a fait un travail à partir des données archéologiques, mais aussi des témoignages des survivants, des travaux des historiens. Et de ce point de vue-là, c'est une série marquante, pas seulement sur la guerre du Pacifique, mais sur la façon de raconter une bataille et de raconter le vécu des soldats. Alors ça donne très très envie, et vous m'avez devancé en citant le film Onoda de Arthur Harari, qu'on conseille aussi parce que je pense pas énormément de gens l'ont vu quand il est sorti, et c'est vraiment quelque chose de remarquable, donc ça peut aussi être un conseil de cadeau si vous le trouvez par exemple en DVD. C'est un film de très grande qualité. Le troisième volume que vous vouliez conseiller, c'est La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette. Oui, Jean-Marc Rochette, La Dernière Reine, c'est... pareil, c'est un album qui est sélectionné dans plein de prix, il fait partie des favoris du Festival d'Angoulême, il a été remarqué par la critique à sa sortie, c'est un très bel album, un grand plaisir de lecture. Jean-Marc Rochette a travaillé 3 ans sur son scénario, il y a un gros travail, et c'est vraiment un grand, j'insiste, un grand plaisir de lecture, c'est très fort, très, très émouvant. Il m'a intéressé sur le plan du rapport à l'histoire à travers 2 biais. Alors, le premier, c'est à nouveau parler de la guerre de 14-18. Le héros, c'est une gueule cassée, un soldat qui a été blessé sur le front de la Somme, qui a eu le visage arraché. Donc, c'est un sujet qui a déjà été traité par la littérature, par le cinéma, mais aussi la bande dessinée. Mais là, l'angle d'approche de Rochette, c'est aussi de penser à ceux qui vont travailler dans la reconstruction faciale, notamment à travers le personnage d'une sculptrice qui s'appelle dans la BD Jeanne Sauvage, et qui est en fait très largement inspirée d'une sculptrice qui a vraiment existé, Jeanne Pouplet, qui a été redécouverte en 2005. Il y a eu une très belle exposition qui a été consacrée à Roubaix avec un catalogue. Cette sculptrice, Jeanne Pouplet, qui est dans le sillage de Rodin, Bourdelle, qui fait des nus féminins, mais aussi qui sculpte des animaux, pendant la guerre, va s'investir dans ce qu'on appelle l'atelier des masques, qui a été créé à Paris à l'initiative de la Croix-Rouge américaine notamment, et donc des sculpteurs et des sculptrices qui mettent leur art au service de la reconstruction faciale. Et donc c'est toute une entreprise qui va être mise en place avec moulage des visages des blessés, reconstitution en atelier du visage tel qu'il était,
et un système de moulage avec de la cire de la partie manquante, qui ensuite, par galvanoplastie recouverte de cuivre, peinte, une peinture à l'émail, et ça fait des prothèses faciales extrêmement résistantes. Et cette histoire, qui est assez peu connue du point de vue des artistes, justement, est abordée par Jean-Marc Rochette à travers son personnage de Jeanne Sauvage, qui va remodeler le visage du héros. Un visage qui a la particularité d'être le héros ne choisit pas son visage ou des modèles, il choisit le visage d'un kouros, d'une statue grecque, et donc voilà, il y a une dimension aussi très forte de l'arrière-plan mythologique qui est très fort dans cette histoire. L'autre intérêt de la BD de Jean-Marc Rochette, c'est d'introduire des problématiques qui sont maintenant très importantes en histoire, autour de l'histoire environnementale et du rapport entre homme et nature. Jean-Marc Rochette, c'est un passionné de montagne, il a failli être guide de haute montagne, un accident l'a conduit à suivre une autre carrière d'illustrateur et de BDaste et de sculpteur aussi. Et donc c'est quelqu'un qui est, comme son héros, originaire de Grenoble, qui aime beaucoup le massif alpin, notamment le massif de la Chartreuse, et il nous plonge dans cet univers. La dernière reine, c'est ces ours des Alpes, et par une série de flashbacks, l'auteur nous invite à découvrir le face-à-face entre l'ours et les hommes à travers les âges, jusqu'à ce début de XXe siècle. C'est un thème qu'il avait déjà abordé dans son précédent album qui s'appelait Le Loup, sorti en 2019, un face-à-face entre donc un berger et un loup, un duel. Et là, il approfondit cette réflexion, et je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire environnementale ne pourront qu'être sensibles à cette réflexion sur le temps de l'homme, le temps de la nature, qui est à l'œuvre tout au long de cet album. Merci beaucoup. Alors, 3 conseils, évidemment, c'est peu quand on adore la BD. Du coup, je crois que vous avez une série peut-être de mentions rapides. On mettra toutes les références en ligne sur le site Parole d'Histoire. Oui, alors trois autres coups de cœur BD. Le Céleste de Chloé Cruchaudet, qui est donc on est dans le cadre des célébrations du centenaire de la mort de Marcel Proust. C'est une bande dessinée qui est en apparence consacrée à Marcel Proust, mais pas du tout. Céleste, c'est sa gouvernante, et c'est une BD qui est très intéressante parce qu'elle parle de la fabrique du grand homme, et notamment de ceux, ou en l'occurrence celle, qui est proche du grand homme et qui va contribuer à fabriquer le personnage. Donc ça, c'est très intéressant pour changer un petit peu le regard de l'historien, et la couverture de l'album en dit long. Je recommande également l'histoire de Jérusalem de Vincent Lemire et Christian Gauthier, sorti chez les Arènes BD. Donc faire l'histoire d'une ville sur 4000 ans, c'est un pari risqué, mais qui, à mon sens, est parfaitement réussi, et c'est une bande dessinée qui renouvelle grandement le genre de la BD documentaire. Et puis, troisième conseil BD, c'est la sortie du dernier opus, je l'avais déjà recommandé l'année dernière, de L'Espoir malgré tout, la série d'Émile Bravo, les Spirou, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui parle justement de déportation, mais aussi là de libération. Et c'est une BD, beaucoup de critiques disent c'est le Maus franco-belge, et c'est une BD qui est remarquable, je la recommande à nouveau, qui parle qui peut être lu par des enfants, mais aussi par des adultes. C'est un véritable tour de force qui est extrêmement documenté. Et si vous voulez vous informer sur la documentation d'Émile Bravo, allez voir au Mémorial de la Shoah l'exposition sur Spirou dans la Tourmente, qui est consacrée à cet album, avec beaucoup d'objets qui montrent aussi la rigueur de la documentation d'Émile Bravo. Et enfin, pas de BD, mais 2 thèses consacrées à la bande dessinée qui sont sorties cette année, et que je recommande absolument si vous vous intéressez à la bande dessinée. C'est d'abord la thèse de Jessica Cohn, Dessiner des petits Mickey, qui est une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique dans les années 50-60. Donc voilà, la BD faite par ceux qui la créent, et pour comprendre aussi les contraintes qui pèsent sur ces auteurs. Et on voit que derrière, voilà, ces BD qui nous réjouissent, il y a aussi des histoires pas toujours drôles, il y a les grands succès, les success stories, mais il y a aussi ceux qui travaillent durement, les contraintes qui pèsent sur ces auteurs, c'est passionnant. Et puis la thèse de Florian Moine sur l'éditeur Casterman, qui vient de sortir aussi chez les Impressions Nouvelles, plongé dans l'histoire de cette maison d'édition mythique de la bande dessinée, une histoire culturelle, histoire sociale, mais aussi histoire des techniques. C'est passionnant. Donc je recommande ces 2 ouvrages sur le monde de la bande dessinée franco-belge du second XXe siècle.
Un grand merci, tous ces conseils, on les trouve sur le site, de belles lectures en perspective. Merci André. Pour parler des livres marquants de l'année 2022 en histoire moderne, j'ai le plaisir d'être avec Jérémy Ferrer-Barthomeu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes moderniste, chargé de recherche au FNRS, à l'Université catholique de Louvain et de Liège, et vous avez récemment publié chez Champvallon L'État à la lettre, écrits politique et société administrative au temps des guerres de religion. Alors cette question de l'État, elle est au cœur d'un certain nombre des conseils de lecture que vous voulez donner cette année, et en particulier le livre de Bernard Barbiche. Exactement. Alors, le livre de Bernard Barbiche, je le conseille un peu en forme d'hommage à son travail de moderniste, spécialiste de l'histoire des institutions, de l'histoire de l'administration, biographe de Sully, très, très bon connaisseur des institutions du Conseil, notamment chez Henri IV. Il fait paraître 25 contributions rassemblées au cours de plus de 50 ans de travail, qui s'intitule Le roi et l'État, regard sur quelques institutions de la France moderne, 16e, 18e siècle. Donc Bernard Barbiche a été professeur à l'École nationale des chartes et il publie donc bien évidemment aux presses de l'école. Je profite de signaler, après le livre de Bernard Barbiche, un autre livre publié ce mois-ci aux presses de l'École nationale des chartes, le livre de Damien Fonvielle, Le clan Bochetel, au service de la couronne de France, 15e, 17e siècle. C'est un très beau livre, une somme d'érudition, issue de sa thèse avec Olivier Poncet et Alain Talon. Alors, toujours du côté de la monarchie française, plusieurs ouvrages vous ont intéressé, notamment celui sur Anne de France. Exactement, un très très beau livre d'Aubrey David Chappy, Anne de France gouvernée au féminin à la Renaissance, chez Passé Composé en 2022. Donc très beau livre puisqu'on va justement redécouvrir dans cette tension au cours du règne de Charles VIII, dont elle assure la régence, tout l'intérêt d'une histoire politique, d'une histoire de l'hôtel d'Anne de France, afin de comprendre comment est-ce qu'on gouverne au féminin et comment se met en place un des premiers humanismes curiaux au sein du royaume. Elle assume non seulement donc la régence, mais elle doit mener un certain nombre de conflits de très très haute intensité, notamment ce qu'on a appelé la guerre folle. Donc c'est particulièrement intéressant de se plonger dans cette histoire au seuil de la modernité. J'aimerais ajouter peut-être une autre biographie qui concerne quasiment la même époque, celle de Cédric Michon, qui livre une biographie d'Henri VIII, La démesure au pouvoir. Donc Cédric Michon, spécialiste des hommes de pouvoir à la Renaissance, il avait fait paraître dans la Cour des Lions. C'est quelque chose de très intéressant, moi je pense, très agréable à lire pour les vacances de Noël. Donc c'est un conseil que je donne. Vous pouvez également, du côté méridional, consulter avec profit le livre issu de la thèse de Jean Seigné, Entre l'aigle, les lys et la tiare, les relations des cardinaux d'Est avec le royaume de France, 1530-1590, presse universitaire de Florence. C'est un livre qui est accessible en ligne également, gratuitement, et il s'intéresse notamment au pouvoir de médiateur des cardinaux d'Est avec le royaume de France, le duché de Ferrare et la papauté. Il s'intéresse également au pouvoir au féminin et notamment à Anne d'Est. Alors, si on reste au XVIe siècle, il est question également des guerres de religion, il est question des violences et des violences iconoclastes qui ont été pratiquées, mais à travers une source qui a été éditée récemment, que vous vouliez mentionner, c'est le Discours pour les images. Exactement, le Discours pour les images, une édition critique du texte du jésuite Louis Richomme par Pierre-Antoine Fabre, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Ralph de Koning, professeur d'histoire de l'art à l'Université catholique de Louvain, paru en octobre dernier. On peut ajouter dans la vivacité de ce champ à la fois des études sur les jésuites et en même temps de l'étude sur les images et son rapport avec la catholicité post-tridontine, deux ouvrages qui me paraissent importants à signaler. Le Dictionnaire des jésuites, un histoire et dictionnaire des jésuites dirigé par le même Pierre-Antoine Fabre et par Benoît Pierre, spécialiste des prélats de cour, chez Robert Laffont dans la collection de bouquins, ou encore un livre fort stimulant de Nicolas Balsamo de l'Université de Neuchâtel, Les êtres artificiels, essai sur le culte des images en Occident, 14e, 17e siècle, aux éditions du Cerf, paru l'an passé. Une vraie vivacité de ce champ en études visuelles, et je pense que ça peut être intéressant pour vos auditeurs de consulter ces ouvrages-là. Un peu plus érudits, évidemment, que ceux qu'on sait qui sont un peu plus grand public, mais je pense que c'est intéressant. Alors, sur le XVIe siècle, et en parlant des guerres de religion, il me paraît être important de signaler, au moins d'un mot, le fait que l'œuvre de Denis Crouzet a fait l'objet d'un grand volume de mélange d'hommages. Il faut sans doute le signaler. Exactement. Je signalerai d'ailleurs deux ouvrages pour le XVIe siècle et pour ces volumes d'hommages, donc notamment celui consacré à un tragique XVIe siècle, Mélange offert à Denis Crouzet, dirigé
par Caroline Callard, Tatiana de Baji-Baranova, Nicolas Leroux. Donc évidemment, le renouvellement incroyable de ce qui s'est passé dans les années 90-2000 grâce à l'œuvre de Denis Crouzet ne pouvait pas ne pas être signalé ici. C'était paru chez Chamballon. C'est paru chez Chamballon en novembre dernier, donc vraiment un très très beau livre, Chamballon, hein, qui va d'ailleurs faire paraître un certain nombre de livres au printemps 2023 qui auront justement trait à l'œuvre des élèves de Denis Crouzet. On peut penser à Lana Marticheva. Un autre livre, un livre posthume hein, de la regrettée Arlette Johanna, Le sang des princes, les ambiguïtés de la légitimité monarchique. Donc très très beau livre, évidemment, qui s'intéresse au pouvoir, aux théories qui l'entourent, dans la suite et dans la continuité de deux ouvrages qu'elle avait fait paraître dans la même collection chez Gallimard, Le pouvoir absolu et Le prince absolu. On cite aussi, encore une fois, chez Gallimard, cette très belle biographie de Montaigne parue en 2017. Pour rester du côté français, peut-être avant de choisir d'autres horizons, un livre qui est à la fois un livre d'histoire et, me semble-t-il, un beau livre qui concerne le roi Soleil en mer. Exactement, Le roi Soleil en mer, art maritime et galérien dans la France de Louis XIV, par Meredith Martin et Gillian Weiss, aux éditions de l'EHESS en 2022. Une redécouverte à partir d'un détail de la Galerie des Glaces, hein, très beau médaillon. Louis XIV a quelques galériens à ses pieds, des esclaves turcs. Et donc, à partir de ce détail, justement, et on pourrait peut-être citer Daniel Arras, hein, qui s'est intéressé à cette histoire rapprochée de la peinture, vont opérer, justement, une redécouverte de la puissance maritime de Louis XIV et en même temps de la représentation hein, de cette sécurisation du commerce méditerranéen autour des galères du roi. Donc, une très belle histoire et un très beau livre. Également, pour les fêtes, ça ne peut évidemment rien gâcher. Alors, j'étais un peu étonné de voir dans votre sélection quelque chose qui relève aussi bien de l'Antiquité que de l'histoire contemporaine, puisqu'il est question de Napoléon III, il est question de Vercingétorix, c'est le livre de Jean-Louis Bruno, À la recherche d'Alésia. Alors, Jean-Louis Bruno, pour moi, c'est une découverte, en effet, hors période, et je pense qu'il est important de dire hors période. Donc, à la recherche d'Alésia, des légendes grecques au lieu de mémoire, par Jean-Louis Bruno, paru en 2022 aux éditions Duno. Moi, je suis un fan inconditionnel de Jean-Louis Bruno. Je conseille à tout le monde de lire son Alésia, 27 septembre 52 avant Jésus-Christ, un des livres d'histoire, je crois, le mieux écrit qui m'ait été donné de lire. Et c'est vraiment un livre d'histoire politique, d'histoire des institutions. On redécouvre justement un empire, l'empire gaulois, avec des procédures, des conseils, une théorie politique qui se met en place. Et il va justement s'intéresser à cette Alésia qui n'est finalement pas la bataille décisive de la conquête des Gaules. Pourquoi? C'est resté dans notre imaginaire ainsi, avec de très très belles pages, comme vous le rappelez justement, autour de l'érection de la statue de Vercingétorix, son rôle dans la construction mémorielle du XIXe siècle et dans le roman national. Donc voilà, moi je pense que Alésia, les 30 journées, c'est à lire évidemment. Pour ceux qui veulent peut-être se plonger dans ce lieu de mémoire, son nouvel ouvrage, À la recherche d'Alésia, dont Bruno a passé plusieurs décennies à travailler sur Alésia. Et puis je crois aussi que comme ça fait l'enjeu en ce moment d'une bataille un peu mémorielle, c'est intéressant de remettre l'église au centre du village, comme on dit en Suisse. Oui, au centre du village et pour le coup en Bourgogne et pas dans le Jura. On renvoie à l'émission qu'on avait consacrée à la question il y a quelques années. C'est important de lire hors période, c'est aussi important de lire hors cadre géographique et du coup, tout en ayant travaillé sur la France moderne, ça ne vous en va pas empêcher d'apprécier un livre qui porte sur l'Amérique du Nord. Exactement, et je crois que c'est intéressant d'en parler après l'évocation de Jean-Louis Bruno, puisque nous sommes finalement dans la redécouverte d'espaces qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pouvait imaginer. Le très beau livre de Pekka Amalainen, j'espère que je prononce bien, mon finnois est un peu rouillé, publié en 2008, L'Empire Comanche avait fait grand bruit, traduit en 2012 en France, et il livre une somme considérable, L'Amérique des Sioux, consacré au Lakota, chez Albin Michel en octobre 2022. C'est un livre qui, dans sa version originale, était paru en 2019. Donc, une somme considérable. La petite notice sur la terminologie au début, absolument fascinante à elle seule, avec le nom de tous ces peuples qu'on découvre, bien évidemment. Et il a choisi justement d'en faire une histoire où il remet, là pour le coup, non pas l'église au centre du village, mais il va refaire cette histoire moins téléologique et qui ne s'arrête pas à la victoire contre Custer, mais bien réinscrire les Lakota dans d'abord leur dimension fluviale, puisque c'est un peuple de fleuve, avant de les réinscrire justement dans cette histoire très longue des plaines, en montrant d'ailleurs que c'est peut-être
un paradoxe. Je voulais lire juste une phrase très rapidement de l'introduction. Le grand paradoxe de l'histoire des Lakota est qu'en empêchant la concrétisation des autres Ouest, français, britanniques, espagnols, ils ont involontairement ouvert la voie à l'Ouest américain et au final à leur propre chute. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et justement, il le dit bien, c'est pas une histoire linéaire, ça va être une histoire faite de succès, d'échecs. Et moi, je crois que c'est un grand livre d'histoire politique aussi. Donc, à lire, évidemment. L'Empire commence, était publié chez Anna Carsis et L'Amérique des cieux, publié chez Albin Michel. Je crois qu'on a fait le tour de ces conseils pour cette année 2022. Je me permets de rajouter chez Passé Composé le livre d'Alexandre Jublin. On l'avait reçu à ce micro sur la question de la violence en mer, du combat naval à l'époque moderne, au début de l'époque moderne. C'est une réflexion très, très stimulante pour l'histoire de la guerre, pour l'histoire navale aussi, qui n'est pas le domaine le plus exploré, on va dire, chez les éditeurs, mais qui mérite de l'être. Donc, je rappelle qu'on avait consacré une émission à ce sujet. Un grand merci, Jérémy Ferrer-Barthomeu. On rappelle évidemment que vous avez publié chez Champvallon un livre sur les pratiques de l'écrit à l'époque moderne. Vous avez dû être bien occupé pendant toute la période où vous étiez au programme de l'agrégation. Je crois que ça a fait pas mal travailler de gens. Exactement, et d'ailleurs il y a beaucoup de publications en lien avec les questions d'agrégation et aussi les questions de CAPES. Ça va continuer puisque les livres continuent de sortir, les études de cas. Donc moi je m'en réjouis parce que c'est une question passionnante. On prend la séquence 14e, 18e siècle. Il y a beaucoup à faire. Ouais, on déplore toujours un petit peu rituellement l'agrégation comme ce passage obligé, sclérose, etc. Il faut quand même dire que c'est souvent l'occasion de bilan historiographique de production sur des questions, et notamment des questions assez originales en ce moment. C'est quand même, ça mérite d'être dit. Exactement. Merci un grand beaucoup. Merci. Merci André. Je suis avec Delphine Diaz pour parler d'histoire contemporaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Reims, 19e. Vous avez repéré plusieurs livres qui vous ont intéressé pour cette année 2022. On va en parler. Est-ce qu'on commence par peut-être celui qui a un vaste spectre historiographique, puisque c'est toute la question de l'impérialisme qui est pensée, repensée dans le livre de David Todd, Un empire de velours. Oui, on peut commencer avec plaisir par ce livre, Un empire de velours, l'impérialisme informel français au XIXe siècle. Alors, c'est un ouvrage qui développe cette notion d'impérialisme informel qui a été beaucoup travaillé par l'historien Jürgen Osterhammel, spécialiste de la pénétration européenne en Asie. Ici, David Todd en fait, va développer des thèses qu'il avait déjà amorcées dans un ouvrage collectif dirigé par Quentin de Luermoz, D'ici et d'ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine, qui avait développé cette idée d'une France impliquée dans l'histoire globale par le biais d'un empire informel. Et donc ici, vraiment, David Todd prend le temps de développer cette thèse, de l'étayer, et il essaie finalement de relativiser l'emprise territoriale de l'empire colonial français entre 1815 et 1880. Donc son idée, c'est de montrer qu'en fait, entre ces deux dates, la France, je le cite, a acquis quelques points d'appui, mais sa seule véritable conquête territoriale, c'est une province périphérique de l'Empire ottoman, donc l'Algérie. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage prend du recul avec cette vision très territoriale qu'on peut avoir de l'impérialisme. Et il montre que se constitue un empire de velours, qu'on peut qualifier aussi d'un empire de la soie, puisque les soieries constituent vraiment le premier poste d'exportation de la France durant toute la période étudiée, et il insiste bien sur cette dimension-là. Et il montre aussi combien, en fait, on a tendance, quand on fait l'histoire de l'impérialisme colonial français, à se centrer sur la Troisième République, qui est vraiment le moment, justement, de cette emprise territoriale la plus importante d'un point de vue de la superficie de l'Empire, pour justement remonter au XIXe siècle et montrer que entre les monarchies censitaires, la Seconde République et le Second Empire, on a un moment où la France essaie d'exploiter sans vraiment conquérir. Donc le cas de l'Algérie est bien sûr tout à fait à part. Alors, on va circuler dans cette histoire d'impérialisme informel à travers plusieurs portraits biographiques aussi qui se tissent à travers le récit. Notamment, on a la figure de Guizot, Lord Guizot, baptisé ironiquement justement parce qu'il ne veut pas se fâcher avec l'Angleterre, ou encore avec la figure de Michel Chevalier. Mais c'est pas seulement à travers ces figures d'hommes d'État que David Todd construit son propos. Il essaye aussi de montrer que, en s'appuyant sur des données d'histoire économique, que le rayonnement de la France à l'étranger s'est imposé à travers aussi cet impérialisme informel qui se traduit par des exportations de produits de luxe ou de semi-luxe,
Donc, outre le focus sur les soieries, on va avoir aussi des développements sur le vin de Champagne, destiné d'emblée à l'exportation, une exportation mondialisée. Ou encore le fait que la France mise sur sa gastronomie à partir du 19e siècle comme une sorte d'article d'exportation de ce qu'il appelle très, très joliment, je trouve, un capitalisme ostentatoire qui se construit au cours de cette période et dont on est encore aujourd'hui les héritiers. Donc un livre qui traverse en fait de nombreux terrains. L'impérialisme n'est pas ici conçu uniquement comme un empire colonial, territorial, on l'a compris, mais aussi comme une manière d'asseoir une domination à l'échelle globale, à travers l'économie, à travers la finance, mais aussi à travers, bien sûr, une domination symbolique qui est ici interrogée par David Todt. Et puis, le livre s'achève effectivement par les années 1880. Il montre bien qu'il y a un tournant. Alors, l'impérialisme informel qu'il a étudié ne s'efface pas totalement, bien sûr, mais on observe en France un engouement pour la territorialité coloniale qui change totalement à ses yeux la donne. Voilà pour cet ouvrage donc, qui mobilise autrement notre conception de l'impérialisme et qui bouscule un peu la chronologie aussi habituelle retenue. Oui, c'est un livre très intéressant aussi parce qu'il met l'accent sur un empire autoritaire lié aux monarchies et pas sur l'empire républicain qui a été un peu au cœur de l'historiographie pendant longtemps. Il montre que voilà, ça traduit aussi des formes de conception du pouvoir, de conception de la domination qui sont pas exactement les mêmes suivant les régimes. Alors, c'est intéressant parce que l'Empire, c'est une bonne porte d'entrée finalement vers les deux autres livres que vous avez évoqués, puisque l'Empire, il en est aussi beaucoup question dans le livre de Bertrand Tillet, issu en partie d'un séminaire qu'il avait fait avec Emmanuel Furex sur les statuts, la disgrâce des statuts. Oui, Bertrand Tillet, La disgrâce des statuts, le titre entier, c'est Essai sur les conflits de mémoire de la Révolution française à Black Lives Matter. Et donc, c'est un livre paru aux éditions Payot et Rivage en 2022 également. Bertrand Tillet, donc, effectivement, s'empare de tous les débats très, très contemporains, très actuels autour de la place des statuts dans l'espace public. Donc, bien sûr, on a en tête tout le processus de décolonisation de l'espace public qui est bien, bien présent dans ce livre, dans cet essai. Mais en fait, d'emblée, donc Bertrand Tillet propose une discussion vraiment méthodologique aussi sur la façon dont on peut s'intéresser à ces destructions, altérations de statuts dans l'espace public. Donc, il propose d'emblée dans l'introduction une réflexion aussi sur le vocabulaire qu'on va utiliser. Alors, c'est vrai qu'on a un peu tendance à parler soit de vandalisme, soit d'iconoclasme pour qualifier ces mouvements qui affectent entre autres, d'ailleurs, les statuts dans l'espace public. Donc, le vandalisme, c'est ce mot inventé par l'abbé Grégoire pour tuer la chose, comme il le rappelle très, très justement. Et puis, l'iconoclasme, bien sûr, c'est un mot qui a une dimension religieuse et qui renvoie aussi à un acte sans doute bien plus réfléchi qu'un acte de vandalisme. Et finalement, pour sortir un peu de cette alternative entre ces deux termes qui ne sont pas forcément très, très concluants pour parler de ces processus d'affectation des statuts dans l'espace public, Bertrand Tillet propose le néologisme de statuoclastie, la destruction de la statuaire publique. Statuaire publique, puisque les statues sont des monuments parlants, pour reprendre là aussi une expression de l'abbé Grégoire. Et il va vraiment, dans cet essai, proposer finalement une enquête à travers ces différents actes qui consistent à détruire, altérer, affecter, déplacer des statues en fonction aussi de ce qu'elles nous renvoient à nous dans notre temps présent, de ce qu'elles nous disent de notre temps présent. Donc, il va parler bien sûr des processus de destruction pure et simple, avec bien évidemment un événement qui est la chute de la colonne Vendôme le 16 mai 1871 pendant la Commune de Paris, qui a été aussi analysé par Emmanuel Furex par ailleurs, qui est un événement monstre dont on ne peut pas faire l'économie ici. Et puis, il va aussi parler de plein de processus plus insidieux d'altération des statuts, de déplacement des statuts. Il montre aussi que certaines statues ne trouvent pas leur place dans l'espace public. Ça, c'est aussi très intéressant. Tout le passage sur la statue de Tim en hommage à Alfred Dreyfus. Et il montre comment, pendant 10 ans, cette statue va errer dans les rues de Paris et qui n'en veulent pas, et qui est finalement inaugurée en 1988 dans les jardins des Tuileries, parce que c'est une propriété de l'État et que c'est plus facile de l'installer. Mais voilà, c'est pas seulement l'altération, c'est aussi les statues rejetées, quoi.
On a aussi, bien évidemment, des passages auxquels on s'attendait forcément avec un tel sujet. La question, justement, donc, de la décolonisation de l'espace public. Et on va revenir, à travers cet essai, sur des mouvements statuoclastes, pour reprendre ce terme, auxquels on s'attendait beaucoup. Par exemple, pour la Belgique, le cas de la statue de Léopold II à Bruxelles, installée près du Palais Royal en 1926 pour célébrer le fondateur du Congo belge. C'est une statue qui est sans cesse graffitée, sans cesse nettoyée. C'est un mouvement vraiment incessant, d'attaque et de restitution de la statue originelle. Autre exemple de décolonisation de l'espace public qui est analysé dans l'essai, c'est un exemple qui nous fait cette fois-ci voyager ailleurs qu'en Europe, le cas des États-Unis, bien sûr, avec le potentiel explosif que peuvent avoir les altérations de statues consacrées à la mémoire sudiste, avec notamment, bien sûr, l'héritage tragique des drames de Charlottesville en 2017, de Minneapolis en 2020. Donc tout ça, c'est aussi abordé dans l'ouvrage. Et puis, on va aller jusqu'en Afrique du Sud, avec bien sûr le cas aussi emblématique de la statue de Cecil Rhodes au Cap, à l'Université du Cap. Et là, ici, on a un cas de déboulonnage pur et simple de la statue. Et puis, l'ouvrage se conclut sur une réflexion plus large sur ce qu'il faut faire, finalement, aujourd'hui, de ces statues qui posent problème du point de vue de la mémoire, pas seulement d'ailleurs celles qui posent problème du point de vue de la mémoire coloniale, même si c'est bien sûr un des points chauds en matière de statuaire public. Alors, est-ce qu'il faut les altérer? Est-ce qu'il faut les déboulonner? Est-ce qu'il faut les recontextualiser? Les déplacer dans des musées, c'est aussi ce que suggère la conclusion du livre, même si ça pose des problèmes aussi pratiques, bien sûr, très, très évidents. Des musées à l'air libre aussi, qui peuvent être aussi une solution, d'ailleurs envisagée dans le cas belge. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'ouvrage, et peut-être moins attendu, évidemment, que ces passages sur la décolonisation de l'espace public, ce sont tous les passages qui analysent aussi le rapport, pas seulement négatif à la statuaire publique, mais aussi toutes les formes d'appropriation, de réappropriation, de détournement. Alors, on avait par exemple un passage amusant sur les rites sexuels, sur le gisant de Victor Noir, opposant républicain, donc il y a effectivement une sépulture réalisée par Jules Dalou, et le gisant de Victor Noir au cimetière du Père-Lachaise, ou encore plus récemment, on a la réappropriation de la statue de la République de Léon Maurice, place de la République à Paris, après les attentats de 2015, où la statue publique a finalement été envahie par une nouvelle forme de statuaire public réalisé spontanément par la société civile, avec un amoncellement d'objets, de symboles, de textes, donc des formes de réappropriation, de continuation aussi de la statuaire publique. Et donc tout cela se trouve ici analysé et confronté dans cet ouvrage très très riche. Alors oui, c'est un livre qui fait réfléchir et qui aidera ceux et celles qui se baladent dans les rues à comprendre les enjeux de choses souvent devant lesquelles on passe sans y réfléchir trop. Et en réalité, bien sûr, il y a des enjeux extraordinairement intéressants. Le dernier livre, il traite de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Il est aussi indirectement question d'empire, en tout cas de mondialisation impériale et des formes de circulation en cette fin du 19e siècle. C'est le livre de Céline Régnard, En transit. En transit, oui, l'hystérien à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914, qui est paru aux éditions Anna Mosa et qui est un livre issu d'une habilitation à diriger des recherches. Un ouvrage qui s'ouvre d'abord sur un fait divers. C'est le meurtre en 1908 à Marseille d'une femme originaire de Beyrouth qui est assassinée par un compatriote qui exerce la profession de pisteur. Et donc, on découvre en lisant ce livre ce que c'est que cette profession. C'est soit un porteur de bagages, un rabatteur pour hôtel des migrants, un intermédiaire pour agence d'émigration. Et donc, avec ce livre, on va entrer un peu in medias res dans le monde de la migration de transit, puisque à partir de cet exemple de la migration de ce qu'on appelle les Syriens, en fait des natifs des provinces de Beyrouth, du Mont-Liban et de Syrie dans l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc, c'est un grand mouvement migratoire qui a sans doute mobilisé 300 000 personnes. Eh bien, à travers cet exemple-là, on va entrer dans ce monde du transit, de l'attente, du passage. C'est la grande qualité de l'ouvrage, c'est vraiment de parvenir
à partir de petites histoires de la migration, plutôt de petites histoires sur le voyage, le transit, le passage dans les espaces portuaires, eh bien, on va vraiment entrer dans la chair de ce moment du voyage, de l'attente, à travers ces 4 exemples de villes portuaires. Donc, Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, des villes où circulent, attendent ce qu'on appelle alors en français les émigrants, non pas les migrants. C'est un livre qui nous permet de suivre ces Syriens, ce qu'on appelle à l'époque les Syriens, depuis leur point de départ jusqu'à leur lieu d'arrivée, en général Manhattan, mais c'est pas du tout un livre qui propose une analyse linéaire de la migration, bien au contraire. Vraiment, c'est un ouvrage qui s'interroge sur tous les moments de rupture de charge, d'attente, de renvoi, de refoulement, tous les moments un peu d'hésitation, de tâtonnement des émigrants qui sont aux prises à ce moment-là avec de multiples sources d'autorité, pas seulement les sources d'autorité étatiques, qui, dans ces années-là, élaborent des législations de plus en plus lourdes sur le contrôle des migrations internationales, mais on a aussi beaucoup, et ça aussi c'est un des points forts de l'ouvrage, beaucoup de contrôle exercé par les compagnies maritimes elles-mêmes, donc compagnies maritimes transméditerranéennes ou transatlantiques, bien sûr, qui vont intégrer le poids croissant des contrôles sur les émigrants. Et vraiment, Céline Régnard montre bien comment, finalement, la charge du contrôle va revenir de plus en plus aux compagnies maritimes elles-mêmes, aux armateurs eux-mêmes. C'est un livre qui restitue aussi des expériences vécues des migrants dont les problématiques essentielles sont la survie, le logement. Elle montre aussi comment les émigrants sont sans cesse en train d'éviter des arnaques de pisteurs, de rabatteurs, de passeurs, qui piègent les émigrants, mais qui aussi leur apportent souvent des ressources. Donc c'est aussi ce monde des ressources, ce monde de la débrouille qu'elle éclaire. Et il y a des passages très forts sur ce monde de l'attente migratoire à travers les hôtels pour émigrants qui se mettent en place dans les grandes villes portuaires. Par exemple, un hôtel pour émigrants au Havre mis en place par la Compagnie Générale Transatlantique, qui est la grande compagnie française transatlantique à l'époque, ou encore le monde de la débrouille et de l'attente, du logement transitoire à Washington Street à New York, qui est vraiment le lieu qui focalise l'accueil, la réception de ces émigrants syriens à New York. Et puis on peut ajouter pour conclure que c'est un ouvrage qui est très richement illustré, qui bénéficie de ce soin apporté par les éditions Anamosa à la dimension graphique de ces ouvrages en histoire qu'elle publie. Et donc, on a effectivement de nombreux portraits issus d'un fonds sur lequel Céline Régnard a beaucoup travaillé aux États-Unis, le fonds NAF. Donc, beaucoup de portraits des migrants qui nous permettent aussi vraiment de rentrer un petit peu plus pleinement encore dans cette expérience migratoire. Un grand merci pour tous ces conseils, des livres très riches. Vous retrouvez les références sur le site parolehistoire.fr. On rappelle que vous avez publié En exil et qu'on vous a reçu à ce micro pour parler de ces questions. Il y a un écho évidemment entre le livre de Céline Régnard et les sujets sur lesquels vous avez travaillé. Merci beaucoup Delphine Diaz. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.